Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 6e épisode du 9-10, déjà 6, ouais, déjà, ça fait beaucoup, mais c'est très bien comme ça. Ça veut dire qu'on avance bien. Je vois déjà des mondes dans le chat et je vois déjà un message d'attaque sur le Mexique, on en reparlera pas aujourd'hui, hein, pour dire les choses, c'est pas prévu au sommaire. Voilà, bienvenue à tous, bienvenue pour ce rendez-vous traditionnel maintenant, votre rendez-vous préféré de vos lundis préférés, hein, tous les lundis 21h. On se retrouve pour passer une heure, à peu près, plus ou moins une demi-heure, plus une heure et demie qu'une heure, à discuter du football, des footballs de la planète Hello. En compagnie de différents membres de la rédaction de Lucarne Opposée. Ben justement, je vais vous présenter ceux qui sont avec moi ce soir, ceux qui vont m'accompagner. Il y aura juste en son, vous n'aurez pas son image, le Péruvien de la rédaction de Lucarne Opposée, Romain Lambert. Salut Romain. Salut Nico et puis à tous ceux qui sont dans le chat. Voilà, et oui, il y a déjà du monde, c'est déjà animé, ça débat déjà, ça chambre un peu le foot mexicain. Il va pas y avoir beaucoup. Si, on va parler un peu de football mexicain quand même. On va parler beaucoup de football mexicain. Et celui qui va m'accompagner, lui, vous le voyez, il est en bas à gauche pour l'instant de l'écran. C'est mon compère argentin, l'autre Nico de la rédac de l'un des autres Nicolas de la rédaction de Lucarne Opposée, au grand bonheur de Baptiste, Nico Delarroy. Salut mon Nico, ça va? Salut Nico, bah, écoute très bien, ravi d'être avec toi encore ce soir, avec Romain qui a été cuté par le choix éditorial de ne pas mettre sa tête apparemment. Non. Et oui, ravi d'être là pour une nouvelle émission avec ce petit rituel. C'est le dessert du lundi soir après le petit repas qui va bien. Exactement. On se demandait en off comment ça allait. Romain nous disait comme un lundi. Bah voilà, le lundi soir, Voilà. c'est le moment avec la planète. Petit dessert, petit café, petit maté, c'est le moment. Voilà, on se pose tranquillement et on va passer une heure et demie avec les footballs de la planète Hello. Je vais te laisser nous donner directement le sommaire, Nico, et puis comme ça, on va pouvoir lancer ce 9-10. Allez, c'est parti. Donc ce soir, au sommaire comme d'habitude, les news de la semaine avec un petit rappel des dossiers chauds. Ensuite, vous viendrez chez moi. Je vous accueille en Argentine pour le dossier de la semaine. On va parler des vieux, des papis du foot qui sont toujours bien présents en Argentine. Ensuite, on ira voir notre cher Romain Lambert au Pérou pour parler d'Universitario. Et on terminera comme d'habitude avec les golassos Hello et les rendez-vous de la semaine à ne pas manquer. Ah, exactement, et vous avez vu qu'il y avait une faute de frappe. Bravo Nico qui fait le sommaire. C'est moi, hein, le Nico que j'accuse. C'est pas l'autre. C'est moi, voilà, il y avait une faute de frappe, c'était les papis. Hein. C'est bien sûr, Nico vous l'a dit, ce sont les papis qui font un peu de résistance en Argentine. Et vous allez voir, vous allez croiser quelques connaissances autour de ce dossier, je pense, quelques joueurs qui devraient vous rappeler quelques bons souvenirs. On va saluer donc tous ceux qui sont présents dans le chat. On va saluer Spinoza, dont c'est la première dans le chat. Bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Et puis on va pouvoir se lancer, on va y aller, on va démarrer. Vous en avez l'habitude, si vous êtes habitué, sinon vous allez le découvrir. On va débuter par les news de la semaine. Et justement, les news elles vont nous amener, pour démarrer, au Pérou, où on va revenir un petit peu sur une affaire que l'on a évoquée la semaine dernière, la fameuse affaire Andy Polo, qui a été suspendue par la MLS puis virée par les Timbers de Portland pour une affaire, pas des affaires, ça suffit déjà largement, une affaire de violence conjugale. Une affaire, Romain, qui tout simplement est en train d'arriver au Pérou, puisque le joueur, lui aussi, arrive au Pérou. Et oui, exactement. On va pas dire qu'il s'enfuit, mais enfin, c'est tout comme. Bon, en tout cas, le point de vue des faits, au niveau de la justice, donc la justice américaine et la justice péruvienne ont archivé le dossier. Donc, ce qui fait que on a un club au Pérou qui s'est positionné rapidement sur le joueur, peut-être un peu trop rapidement par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais du coup, il s'agit de Universitario, qui n'a pas encore vraiment annoncé officiellement la venue du joueur, encore sur ses réseaux en tout cas. En fait, l'info est tombée le 7 mars.
le 7 mars dernier, la veille du jour de la femme, journée internationale de la femme. Donc tout le monde attendait un communiqué de Universitario qui présentait Andy Polo le 8 mars pour un timing parfait. Remarquable. C'est ironique forcément parce que c'est vrai que on le rappelle, il a été accusé de violence conjugale, bon, il a été innocenté, en tout cas son dossier a été archivé. Donc bon voilà, on se prononcera pas plus dessus, mais c'est vrai qu'en tout cas, au Pérou, tout se sait parce que tout se dit, tout est filtré, tout est fuité. Donc voilà, la presse péruvienne s'est emparée de toute cette affaire et tous les journalistes se font un malin plaisir pour faire comme si ça, ils savaient tout aussi. Donc, on ne sait pas exactement, on n'a pas de preuves, on n'a pas les faits exacts. Donc, en tout cas, la justice a tranché et archivé le dossier. Donc, après, le joueur, comme on en avait parlé justement au sein de la rédaction, après, un joueur, il est innocenté, il a le droit d'exercer son métier. Donc, il a le droit de signer dans le club qui veut. Et donc, ce club, c'était Universitario. Donc, Universitario qui s'est juste fendu d'un communiqué vraiment en expliquant, donc dans un premier paragraphe, il est contre, forcément, le club est contre toute forme de violence, que ce soit dans le sportif, dans le politique, social et familial. Famille, pardon. Donc qui rejette toute forme de violence, surtout à l'encontre des femmes, hein, pour faire écho à cette affaire. Et ensuite, ils expliquent bien que ils ont été attentifs à la situation d'Andy Polo. Ils ont bien suivi l'affaire aux États-Unis. Donc, ils ont bien vu que c'était archivé. En tout cas, donc, ils peuvent légalement recruter le joueur. Donc, voilà, ils expliquent bien qu'ils s'attachent des services, les services du joueur pour la saison qui vient. Donc, pour moi, c'est vrai que ça s'apparente aussi à peut-être le joueur, il décide de faire une pige tranquillement au Pérou, le temps que l'affaire se calme, s'oublie et sans doute repartir aux États-Unis ou ailleurs. Ça Mais va en être tout compliqué, cas, hein. Ça va être compliqué de repartir en MLS parce qu'il a quand même été d'abord suspendu par la MLS. ouais, C'est la MLS, hein, qui a pris la première décision, hein. C'est pas les Timbers, hein, exactement. c'est la MLS. On le voit, hein, le communiqué dont tu parles. Et au final, on s'aperçoit que ce communiqué, mine de rien, c'est presque l'annonce de l'arrivée d'Andy Polo. C'est l'annonce d'Andy Polo, de l'arrivée d'Andy Polo, puisque là, ils confirment qu'ils ont bien pris le joueur. Il n'y a eu aucune autre annonce. Il y a Vilca, hein, qui est arrivé le même jour. Mhm. Lui, il y a eu le clip de présentation, les photos et tout. Mais là, concrètement, c'est le communiqué que vous voyez sur vos écrans. C'est quasiment le communiqué qui annonce l'arrivée d'Andy Polo. C'est ça, là on est loin voilà, des annonces un peu originales. Enfin, chaque club essaye de faire des annonces qui sont plus originales les unes que les autres sur les réseaux. Donc là, bon, elle est originale à sa Ah oui. manière, mais elle est très très sobre. Et bon, voilà, mais pourquoi? Parce que sa venue est très très mal vue du côté des supporters, du côté des supporters de tout club, mais surtout du côté des supporters d'Universitario qui veulent pas de ce genre de personnages dans leur club, même si le joueur a été innocenté, hein, même si, voilà, comme je vous l'ai dit, la justice a tranché. Euh, Peu importe, là, on voit là, c'était, par exemple, ce que vous voyez à l'image, ce sont des pancartes qui ont été diffusées pendant le match du week-end dernier contre Cienciano, au Monumental, donc dans le stade de Laú. Voilà, là, on voit des supporters qui sont contre la venue de joueurs. Donc, il n'y a pas vraiment son nom qui est cité, mais voilà, ils sont Ouais. contre les. Voilà, enfin, On il sait qui vient c'est par là. exemple. On sait de Voilà, qui il parle. c'est ça, c'est un cas archivé, c'est un agresseur libéré. Donc, ce sont des mots très, très forts. Donc, voilà, l'accueil de Andy Polo au Pérou, je pense qu'il aurait, il aurait préféré mieux pour un retour au pays,
Voilà, je pense qu'il Et, a intérêt à répondre sur le terrain rapidement, ou sinon ça va être compliqué. et c'est ce qu'on se disait, on en a beaucoup parlé au sein de la rédaction, il y a quand même quelque chose qui est en suspens dans cette histoire, c'est que, on l'a vu avec le communiqué d'Universitario qui dit que en gros, ils ont recruté le joueur après s'être renseigné, on va dire, de l'affaire, hein, puisqu'ils disent qu'ils ont suivi ce qui s'était passé depuis le Pérou et aux États-Unis. On se souvient que le message des Timbers pour, comment dirais-je, pour expliquer, argumenter sur le licenciement du joueur, s'appuyer sur des affaires avec la justice, mais des données qu'ils avaient aussi, soi-disant, en interne par rapport à l'affaire. Au final, l'affaire est classée, tu l'as dit. Il y a quand même une question qui va se poser pour le joueur, parce que au final, si l'affaire est classée, je ne sais plus qui l'avait écrit dans le chat, responsable mais pas coupable. Au final, il n'est ni responsable ni coupable puisque l'affaire est classée. Et dans l'absolu, on peut même considérer qu'il a été licencié de manière abusive. Bah alors déjà, dans un premier temps, le joueur pense à porter plainte pour diffamation contre différents médias péruviens, voilà, enfin qui se sont amusés à salir son nom, si je peux dire. Maintenant, soi-disant, il est innocent, on va dire ça comme ça. Donc là, il va porter plainte contre certains médias. Et c'est vrai, comme tu le dis, il peut aller porter plainte contre le club qu'il a licencié. C'est vrai. En tout cas, on va voir, hein, on verra s'il osera le faire. On va voir. Ouais. C'est assez. Après, s'attaquer à la MLS, niveau procès, il est costaud, le Andy Polo, s'il y va. Hein. Ouais. C'est solide, le garçon. Moi, je pense qu'il va quand même essayer d'un peu de s'effacer, quoi. Là, s'il est parti au Pérou, bon, c'est pour une raison. Voilà, il va essayer de s'effacer, en tout cas, de toute cette turbulence. Mais voilà, après, maintenant, cette année, ça va être compliqué pour lui. C'est soit ça passe, soit ça casse, là. Ouais, après, s'il apporte des succès au Universitario, je pense que les Inchas, ils vont rapidement le trouver beaucoup plus innocent qu'aujourd'hui. Tout va très vite, hein, dans le football. Donc, surtout qu'il n'est pas condamné, donc il n'est même pas jugé finalement. Il n'y a pas d'affaire au final, elle est classée. Ouais. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas de raison de faire bloc contre lui, quoi. Exactement. Et si on pouvait faire un ban, là, Pierre Gerbeau qui fait des blagues douteuses dans le chat. Ouais, non, mais on essaye de pas les relever. Il va s'arrêter tout seul. Ne les souligne pas. En même temps, vu son football colombien, il faut mieux qu'il se lance dans l'humour, quoi. Hein. C'est le dernier chemin qui lui reste. Et pour rester un petit peu dans le même thème de bizarrerie et plutôt de côté négatif de nos footballs, Nico, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé donc la semaine dernière. On en a parlé longuement dans l'émission. Mais du coup, quelle est la suite donnée aux violents incidents survenus au Mexique lors de Querétaro Atlas? Ouais, tu le disais, on en a parlé la semaine dernière avec Diego. Hein, on avait essayé de faire un point au lendemain quasiment des faits, hein, puisque c'est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche chez nous et on en a parlé lundi soir. Donc on était vraiment encore à chaud. Donc là, les choses avancent, les choses ont avancé assez rapidement d'ailleurs en termes de décision. Donc on va essayer de faire un petit peu le point. On va commencer d'abord sur l'enquête. On va essayer de pas, de pas mettre trop de guillemets au mot enquête parce que bon, voilà. Jusqu'ici, 22 personnes ont été arrêtées. Il y a eu une quarantaine de perquisitions. Ils ont même été perquisitionnés au niveau du siège du club et dans les bureaux de la société qui était impliquée, j'allais dire impliquée dans la sécurité du stade, voilà, hein, je vous laisse les trois petits l'absence de sécurité. Voilà, donc ils sont allés un petit peu enquêter là-dessus, donc il y a quand même 22 personnes qui ont été arrêtées, il y a eu des appels à témoins, hein, ils ont ouvert une ligne spéciale justement pour que les gens puissent témoigner, voilà. On va quand même rappeler que de l'autre côté, au niveau du bilan, il n'y a toujours aucun mort, hein, officiellement. Donc le bilan est resté celui qu'on vous a annoncé la semaine dernière, avec une vingtaine de blessés, dont 3 graves. Aucun décès, Voilà. hein, forcément. Ouais, incroyable vu les images quand même. Hein. Voilà, et puis Diego nous l'expliquait la semaine dernière. Hein, c'est pas forcément ce qui ressort des gens qui ont un petit peu enquêté sur place ou qui ont commencé à discuter justement avec des personnes qui étaient présentes là-bas. Bref.
Donc on reste à la vingtaine de blessés. AS Mexico nous en annonce une trentaine, mais c'est pas le bilan officiel. Le bilan officiel reste ce qu'il est. Et voilà. Et du côté du club, en revanche, il y a eu des sanctions qui sont tombées. Des personnes hospitalisées étaient recherchées, donc après la case hôpital, ça va être la case prison. Oui, c'est possible aussi, hein, ça va. Voilà, il y a de toute façon, à mon avis, voilà, ça va être compliqué de savoir. Il va forcément y avoir dans les victimes, il va forcément y avoir des gens qui ont été impliqués directement dans ces dérapages. Ce que l'on sait par rapport au club, c'est au niveau des sanctions, le club va devoir changer d'administration de manière générale, puisque ses dirigeants sont bannis pendant 5 ans. Donc le club est en vente, concrètement. Le club, ils se sont réunis très très vite, puisque la réunion a eu lieu le jour même où on faisait notre live. Hein, voilà, ils nous ont pas attendu, mais voilà, le 8 mars, ils se sont réunis. Il y avait cette rumeur et cette possibilité de désaffilier Querétaro. Rumeur qui était liée parce que voilà, on pouvait estimer qu'il y avait des fautes graves et des manquements, etc., etc. Ils ont fait le choix de ne pas désaffilier Querétaro. Donc pour l'instant, Querétaro reste en première division. Même si le club lutte pour sa survie, il est quand même mis en vente. Donc voilà, il y a le Grupo Caliente que l'on connaît bien, et que tu connais bien, Nico, forcément, puisqu'ils ont les Cholos de Tijuana et les Dorados de Sinaloa, des clubs très propre. Toujours. Toujours très propre. Qui va s'occuper justement du club, assurer entre guillemets la transition vers les nouveaux propriétaires. Bon courage à ceux qui vont vouloir prendre ce club-là, parce qu'il va donc falloir amener aussi des garanties. Il y a un cahier des charges assez important. Ce que l'on sait aussi, c'est que sportivement, le club n'a plus le droit. Tous ses matchs à domicile, il va les faire à huis clos pendant 1 an. Donc c'est un club qui joue sa survie, qui va jouer à huis clos pendant 1 an, qui est plus ou moins mis en vente. On n'a pas désaffilié le club, mais on n'en est quand même pas très loin dans cette histoire. Donc voilà, on va voir comment ça va fonctionner. Le club, lui, a émis un communiqué que je n'ai pas, j'ai oublié de vous le mettre. Je vais vous lire un petit peu cela, hein, dans lequel ils disent... nous tous qui avons fait partie de ce club sommes tristes et consternés de la situation que nous avons connue samedi dernier. Nous savons que les supporters de Querétaro ne sont pas ceux qu'ils sont censés être aujourd'hui. Le vandalisme dont nous souffrons n'a rien à voir avec la fête du football. Donc voilà, ils ont dit que demain, parce que ce communiqué a été publié la veille de leur match suivant contre Necaxa, nous entrerons sur le terrain avec le maillot des Gallos Blancos pour que depuis le terrain nous puissions montrer ce qu'est véritablement le football et notre respect aux fans de toutes les équipes, en particulier pour ceux qui croient en nous. Donc le club a officialisé et a approuvé, de toute façon ils n'ont pas trop le choix, les décisions qui ont été prises par l'Assemblée des clubs de la Liga MX. Il va y avoir donc cette période d'administration qui va contrôler le club en assurant la transition. Il y aura peut-être un nouveau conseil d'administration. Donc voilà, ça, ils le confirment. Voilà, ils espèrent, voilà, ils vont aider, ils vont assurer l'aide pour qu'il n'y ait aucun joueur, aucune catégorie qui soit véritablement touchée. Ce que je voulais dire sur le plan sportif, c'est que le huis clos est appliqué pour toutes les catégories du club. C'est pas que l'équipe A pro, c'est aussi les jeunes, c'est aussi les féminines. Donc en gros, Querétaro va devoir jouer dans un anonymat total. Jusque chez les gamins. Voilà, c'est assez compliqué. Il flingue le club sans prendre de décision catégorique, quoi. Mais au final, il le flingue petit à petit, quoi. Bah, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désaffiliation officiellement. Mais vous voyez ce que je viens de vous dire. Huis clos pendant 1 an, le club est déjà en train de jouer sa survie en Liga MX. Même s'il n'y a pas de descente, mais il est en bas, donc on peut tout à fait lui faire perdre sa licence. Parce qu'il y a des licences qui s'achètent. Il n'y a pas de descente pour l'instant, les relégations sont gelées au Mexique. Mais justement, c'est là où ça devient entre guillemets intéressant. C'est que le risque de disparition demeure parce qu'on imagine la difficulté pour un repreneur d'aller investir dans ce club-là, avec l'image qui est liée à ce club-là aussi, avec tout ce que cela implique, parce que si tu veux reprendre Querétaro, il va quand même falloir faire un sacré ménage. Il y a aussi la possibilité de racheter le club pour le déménager. Je voyais passer dans le chat que Cuauhtémoc Blanco veut envoyer l'équipe à Zacatepec, mais il n'y a pas que, parce qu'on a vu une équipe qui s'est amusée à passer un petit tweet, le premier depuis le mois d'août l'année dernière. Cette équipe, ce sont les Jaguares de Chiapas. Voilà ce tweet, vous le voyez. Voilà. Attention, ils annoncent quelque chose de particulier le 10 mai prochain.
On ne sait pas trop ce que veut dire ce tweet. On ne sait pas trop ce que ça suggère. On va juste rappeler de manière assez intéressante que Querétaro, en 2013, avait racheté la licence de ce club pour rester en première division. Donc voilà, il y avait eu un petit jeu de chaises musicale. Et voilà, comme par hasard, ils sortent du bois à ce moment-là. On sait qu'il y a l'Atlante aussi, qui est un grand club de l'histoire du football mexicain, qui a commencé à entamer les procédures pour obtenir le droit de distribuer la Liga MX. Leur directoire s'est exprimé dans les médias mexicains pour dire non, on ne veut pas récupérer la place de Querétaro. Enfin bon, voilà. Tu veux prendre la place de qui, sachant qu'il n'y a pas de relégation. Donc voilà. Voilà où ça en est pour l'histoire de Querétaro. Ça sent quand même pas très très bon pour l'avenir à long terme de ce club-là. On sait qu'ils vont finir le tournoi, on ne sait pas jusqu'où ça ira, et forcément à partir du mois de mai notamment, et ce fameux 10 mai 2022. Ouais, c'est la vengeance du Chiapas. C'est ça. Ouais, et dans tout ça, malgré tout, il y a le football qui continue quand même au Mexique. Il s'est passé quoi? Eh ben ouais, le football a repris parce qu'il s'était arrêté. Les matchs qui avaient commencé dans l'heure qui ont suivi les événements de Querétaro se sont déroulés, mais les matchs du dimanche ont été annulés. Ça a joué ce week-end avec forcément beaucoup d'images assez fortes. Je voyais la question sur Washington Aguirre. Voilà, il a posé sa gourde au pied du poteau pendant le match. Il s'est quand même déjà exprimé. Il a eu on va le dire, le courage de s'exprimer dans les médias durant la semaine pour vraiment condamner ce qui s'était passé. C'est assez courageux. Il s'est complètement désolidarisé de ses barrasses. C'est solide. Surtout qu'il y avait eu un appel de la direction pour éviter de faire des prises de parole au micro et compagnie. Donc voilà. Il n'a pas hésité, lui. Lui, il a pas hésité. Et, il a posé sa gourde au pied du poteau pendant le match. Voilà, il y avait écrit dessus, notamment, non à la violence. Ça a fait partie des nombreuses images. Il y a eu toute une campagne qui avait été initiée en Liga MX. Alors, on fait pas de parallèle, mais ils avaient lancé, après les événements de l'Ukraine, ils avaient entre guillemets changé le hashtag du tournoi qui s'appelait Grita Mexico. Crier le Mexique. Et pour le changer à Grita por la paz, crier pour la paix. Voilà. Ils ont quand même utilisé aussi cela pour ce qui s'est passé. Ils ont fait un appel à ce que les stades s'apaisent forcément. Donc il y a eu plusieurs images fortes. On a vu des colombes qui ont été lâchées sur certains stades. Des colombes de la paix qui ont volé au-dessus des stades. Et puis il y a eu surtout, parce que c'était ce week-end, il y avait le Classico national América Chivas, avec une véritable campagne par les deux clubs. Ils ont décidé de changer le Classico et de l'appeler le Classico Sin Colores, donc sans couleur. Et toute la semaine, jusqu'au match, ils n'ont fait que tweeter en noir et blanc. Les images du match, si vous allez, c'est assez impressionnant, si vous allez sur le compte des Chivas ou de l'América, allez sur les comptes Twitter par exemple, vous aurez que des images en noir et blanc. Même les images du match sont en noir et blanc. Les Chivas, le match se déroulait à Guadalajara. Les Chivas ont appelé à ce que l'Estadio Akron vienne vêtu de blanc. L'América ils ont publié un communiqué commun. Vous l'avez vu passer il y a un instant. Ils ont donc mis des enfants à la place des barrasses. Ils ont mis des enfants qui étaient habillés en blanc. Et vous le voyez sur le maillot de l'América que je vous mets ici, il y avait un petit logo avec cette colombe. Donc il y a eu des appels véritablement pour apaiser le tout. Et il y a eu un protocole qui a été mis en place par la Ligue mexicaine à la 62e minute. Vous voyez les images lors de Necaxa Querétaro. 62e minute qui correspond à la minute à laquelle les débordements ont eu lieu à Querétaro. 62e minute, les matchs ont été tous interrompus et les joueurs se sont tous réunis dans les ronds centrales justement pour marquer, pour s'unir, vous voyez dessous, Grita por la paz, Unidos somos más fuertes, donc unis nous sommes plus forts. Ça a été l'image forte du week-end à la 62e minute. Ça reste symbolique, mais voilà, il y a quand même eu plusieurs éléments assez intéressants de ce côté-là. On va voir comment ça va perdurer. Pour vous donner une idée, América et Chivas, ça a fait 0-0. Les Chivas auraient dû gagner. Voilà, le match n'était pas ouf, mais on en retient ça. Et ils ont retrouvé des couleurs. Vraiment, allez voir leur compte Twitter, regardez leur fil de la semaine dernière, et vous allez voir que c'est assez impressionnant, tout en noir et blanc.
Voilà, après, ça fait toujours un petit peu mesurette comparé aux événements, évidemment. Ça peut être que Mais, symbolique. mais c'est déjà ça, surtout que c'est ce qu'on avait dit un peu avec Diego, c'est que dans le passé récent, on n'était pas habitué à ce genre d'image au Mexique, et je pense que ça a vraiment choqué une bonne partie des joueurs et du supporter en général. Donc c'est bien de le faire. Je ne sais pas si ça changera fondamentalement les choses et le problème débarrasse. Hein, des matchs pour la paix et des numéros verts, c'est facile à mettre en place. Après, se frotter au nœud du problème, vraiment, c'est autre chose et c'est bien plus complexe, quoi. Ouais, bah c'est comme tout, c'est-à-dire que tu as le symbole, voilà, on y est, l'image symbolique, tout le monde uni, tout le monde voilà, qui se met ensemble pour bien condamner les faits. C'est déjà très bien que ça soit fait. Mais voilà, maintenant il va falloir, tu le dis, il va falloir autre chose que des images symboliques. Ouais, mais bonne chance à eux. Et on va descendre un petit peu sur le continent, on va se rapprocher de l'Amérique du Sud et passer de l'autre côté des Andes en ce qui me concerne. Ça a repris au Chili et c'est assez surprenant. Il y a un match qui ne s'est pas déroulé, faute de stade. Voilà, faute de stade. Alors, si vous êtes des habitués du Chili, si on vous dit un match ne s'est pas déroulé au Chili, faute de stade, vous savez tout de suite de quelle équipe on va parler. On va parler de la U, parce que voilà, la U fait partie de ces clubs au Chili. Enfin, ils sont nombreux en fait. On dit la U fait partie, ils sont nombreux. Ils sont même moins nombreux à avoir leur stade à eux. En première division, ils sont 5 que d'équipes qui n'ont pas leur stade à eux. La U joue d'habitude à l'Estadio Nacional. Le problème, c'est que l'Estadio Nacional est en travaux et donc il avait été déterminé que pour le championnat, la U jouerait au Santa Laura, magnifique stade. Hein. Si vous avez jamais vu d'image du Santa Laura avec la vue sur les Andes derrière, voilà, c'est juste magnifique. Le Santa Laura, c'est accessoirement le stade de l'Unión Española. Et manque de bol, ce week-end, la U était censée recevoir Unión Española. Alors ça a donné lieu à un gros problème, parce qu'ils ne voulaient pas jouer leur match à l'extérieur, enfin à domicile à l'extérieur. Et je vous ai mis une petite carte parce que vous allez voir, c'est devenu assez drôle, entre guillemets. On en rigole derrière, mais. C'est des voilà. Chiliens, on peut rire. Hein. Ouais, je sais avec qui je suis avec un Argentin, avec un Péruvien. Donc voilà, on va pouvoir se marrer sur les Chiliens. Mais vous allez voir que cette épopée est folle. Alors le 1, c'est là où devait se jouer le match, à Santiago. Le Santa Laura se trouve à Santiago. Et là où ne veut pas jouer contre Unión Española au Santa Laura. Alors là, solution, il faut trouver un stade. Ils ont commencé à chercher un petit peu. Ils ont cherché. La première solution, c'était le Sausalito de Viña del Mar. Alors le Sausalito, très bien, vous voyez sur la carte, c'est encore pas trop loin. 1 heure et demie de route à peu près. Voilà, tout était bon, sauf qu'au final, le Sausalito a dit bah non. on veut pas de la U. Et donc ils ont cherché, mais alors absolument partout. Ils ont cherché 6 lieux. Il y a 6 lieux qui ont été envisagés. Je le disais, hein, le Santa Laura qui est en 2. Et puis ensuite, ils ont envisagé juste à côté. Vous voyez Viña del Mar, juste à côté, il y a Valparaiso. Donc ils ont pensé à l'Elias Figueroa, pardon, de Valparaiso. Problème, c'est que ce jour-là, il y avait du rugby. Donc, c'était pas possible. Donc ils se sont dit justement, on va aller en bas, sur le 3, à Concepción. C'est juste à côté, hein. Pour l'avoir fait en voiture, faut être motivé, hein. Juste à côté. Ils se sont dit, on va aller à l'Esteroa, tranquille, oui, sauf que le Deportes Concepción, le club local, organisait sa tarde, comment ça s'appelle, Tarde Lila, parce que c'est le surnom du club, donc ils avaient un match, donc c'était pas possible. Et donc, ils ont fini par trouver, finalement, quelqu'un qui voulait bien d'eux. C'était à Talcahuano, le stade de Huachipato, le CAP, qui est justement l'une des rares équipes à avoir son propre stade. Talcahuano, pour vous donner une idée, je ne l'ai pas mis sur la carte, mais c'est au niveau du 3, hein, c'est juste à côté de Concepción. Voilà. Tout était cool, super, parfait, on va jouer à Talcahuano. Et tout ça, ça se passe en quelques jours avant le match, hein, le match qui avait lieu dimanche. Tout se passe bien, sauf qu'au dernier moment, bah non. Finalement, ils veulent plus. Les Inchas étaient sur la route. Ah ouais, c'est presque ça, tu vois. Ils veulent plus. Alors, ils commencent à chercher ailleurs. Ils vont chercher à Quilota, ils vont chercher à La Serena. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, ils commencent à aller voir vers le nord. Donc, ils trouvent rien. Et au final, vous voyez, hein, Quilota, c'est le 4. Et au final, la Ligue décide de reprogrammer le match. Tout simplement. Donc, le match a été annulé quasiment au dernier moment, à quelques heures, pas le jour même, hein, mais à quelques heures
de sa tenue. Match reprogrammé le 27 mars. Et ça se jouera à Valparaiso, à l'Elias Figueroa. Donc voilà. Alors on se dit c'est rigolo, on s'amuse. Sauf que les gars d'Union Española, qui au début ça les arrangeait bien quand même de repousser un peu le match parce qu'ils sont censés jouer leur tour préliminaire de Sudamericana face à Antofagasta cette semaine. Ils se disent tranquille, on va se reposer. Ouais, bah je sais pas ce qui s'est passé depuis, mais ils se sont réveillés et ils nous ont envoyé un petit communiqué. On aime bien les communiqués, hein. Ouais. Un petit communiqué dans lequel ils disent qu'ils vont clairement saisir le tribunal de discipline de la Ligue, le comité de discipline, parce que ils estiment qu'il y a une faute grave de la part de l'AU, qui n'a pas été capable de trouver un stade en temps et en heure. Et vous voyez ce qu'ils veulent, hein, ils veulent récupérer les points, hein, tout simplement. Il n'y a pas de petit gain, mon bon monsieur. Donc voilà, donc on s'amuse bien. Mais voilà, c'est un peu la fête avec tout ça. Et mine de rien, alors on n'en parle pas encore au Chili, oui c'est le bordel, hein, comme tu dis Ibra. Mais c'est toujours ça, le Chili ça veut rien faire comme les autres. Et ça relance quand même, alors c'est pas encore dans les débats au Chili, mais ça relance quand même cette question du stade, hein, de la OU, qui est un vieux serpent de mer. Et moi je sais que la OU n'a plus de frigo en bord terrain. Depuis BKCC. Depuis BKCC. Il a fracassé, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les images, je vous invite à aller les chercher, c'était rigolo. Mais du coup, ouais, cette histoire elle est assez folle parce que ça remonte aux années 30, cette volonté d'avoir un stade, là où on parle quand même d'un monstre chilien avec Colo-Colo. Donc ce club, depuis les années 30, n'a toujours pas réussi à avoir un stade. C'est quoi ce bazar? Ah bah alors, là vous avez rigolé, asseyez-vous, parce qu'on va bien se marrer pour la suite. Oui, c'est un vrai bazar, je disais serpent de mer, tu disais les années 30, le premier vrai projet de stade pour la OU, c'est 1937. Voilà, il y a eu, on va essayer de garder que les sérieux, il y a eu 7 projets depuis, sur quasiment 90 ans, enfin 85 ans, concrètement maintenant. Voilà, ça a toujours été très compliqué, les stades de la OU, ça a toujours été, je le disais, un serpent de mer. Et effectivement, comme tu le dis, Ibra, j'en avais parlé dans un Bola Latina. Oh, tu as une très très bonne mémoire, bien joué. C'était le 2e épisode de la saison 1, pour tout vous dire. Donc bien joué, un point pour Ibra, pour la mémoire. Voilà, j'en parle en détail dans ce Bola Latina. Voilà, c'est un serpent de mer qui maintenant, voilà, je disais 85 ans, 7 projets pour les plus avancés. Avec des trucs mais totalement dingues, hein. Je vais raconter l'anecdote parce que voilà, j'en parle dans le podcast, mais voilà, je vais raconter l'anecdote. Il y a même eu l'histoire d'un stade en kit, c'est-à-dire que ils ont acheté un stade, ils ont acheté les structures métalliques, un peu, imaginez un peu, ils font un stade en Furiani, quoi, tu vois, la tribune de Furiani. Donc ils font un stade que comme ça. C'est début des années 80 sous la présidence de Rolando Molina. Voilà, c'était ce stade-là. Il avait un nom, hein, il avait carrément un nom, ce stade. Et c'était le nom d'un des héros de la guerre, de l'indépendance du Chili. Voilà, il y avait tout ça. Ils avaient acheté les structures métalliques et tout pour construire ce stade-là. Aujourd'hui, on l'appelle l'Estadio Mécano, hein, ça vous donne une idée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont acheté le stade, sauf qu'on est en pleine dictature. On sait très bien, et voilà, il y a plein d'articles sur Hello où on en parle beaucoup, la dictature au niveau des finances de là où... Voilà, ça a fait très très mal, même si le président Rolando Molina était très très proche de Pinochet et s'est bien servi de ça pour bien couler là-haut et s'en mettre bien les poches. Et en fait, concrètement, ils ont acheté, alors on ne sait pas trop où, il y a des sources qui nous disent au Pérou, il y a des sources qui nous disent au Brésil. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il fallait les faire venir, ces structures tubulaires, ces structures métalliques. Ils ont décidé non pas de les faire venir à Valparaiso, qui est à côté de Santiago, mais de les faire venir à Iquique. Et concrètement, ces structures métalliques sont restées à Iquique, vous voyez l'image. Elles sont là, les structures métalliques du stade de la OU. Elles sont arrivées à Iquique et le problème, c'est que le club manquait d'argent. À ce moment-là, n'avait plus d'argent, avait contracté des crédits en dollars américains. Et à cette époque-là, le peso chilien s'est complètement effondré. Donc, ils ne pouvaient plus rembourser le prêt. Et quand les structures sont arrivées à Iquique, ils ne pouvaient ni payer le transport, ni payer les frais de douane. Donc les structures sont restées à rouiller dans le port d'Iquique jusqu'à ce qu'elles soient vendues une dizaine d'années plus tard. C'est ça l'histoire des stades de la OU. On s'est bien marré là, on continue de se marrer. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'à l'époque, la OU avait
parce que c'est le problème d'aujourd'hui. Dans l'absolu, ils pourraient essayer de financer la construction d'un nouveau stade. Il y a eu plusieurs projets. La présidence, enfin le groupe actuel Azul Azul qui gère le club a eu des projets. On en a vu passer il y a quelques années, il y a 3-4 ans, des projets de construction de stade. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de terrain pour poser leur stade. Concrètement, à l'époque, ils en avaient. Ils en avaient dans les quartiers de Las Condes, qui est un des quartiers huppés de Santiago. C'est ce que j'expliquais, notamment dans le podcast. Et ce cher Rolando Molina, il avait juste décidé de céder le terrain aux militaires de Pinochet. Voilà. Donc, et depuis, la U n'a pas de stade. Et en 2022, quand la U doit jouer contre Unión Española, elle ne sait pas où jouer. Et on va voir comment ça va finir. Mais vous voyez que voilà, on se marre bien quand même au Chili. Ouais. Et tiens, ça me fait penser, Romain il nous expliquera ça là, peut-être dans un prochain numéro, mais Colo Colo est assez proche d'Alianza Lima, ils sont même très proches. Du coup, j'avais la curiosité de savoir si la Universidad de Chile, est-ce qu'ils avaient la même proximité avec Universitario au Pérou ou pas. Donc, je sais pas, c'est peut-être une question que je soulève comme ça. Je n'ai pas la réponse en tout cas. Il faut demander à Romain. Non, je pense pas. En tout cas, côté Pérou, non. Parce que je sais pas, Alianza Lima, Colo Colo, c'est vraiment particulier. Enfin, ça date même des années 30. Et après, enfin, ils les avaient vachement aidés lors de la tragédie d'Alianza Lima en 87. Mais non, Universitario enfin, des deux U, pour le coup, on s'appelle tous les deux la U. C'est pour ça. Mais sinon, non, il n'y a pas d'autre lien. Bon, ça marche. Bon, on a fait le tour des news de la semaine. On va passer au dossier de la semaine maintenant. Et on va passer, tu le disais, au dossier. On va venir chez toi, Nico. ça va faire du bien. Je vais te mettre en gros plan comme ça, les gens te verront bien. On va venir chez toi. On va se rendre dans ton Argentine. Où on a coutume, justement, c'est assez amusant, on a coutume, et même nous, on aime bien s'enflammer, s'enthousiasmer sur nos jeunes pépites, sur les petits cracks qui arrivent, forcément, la bizarrouliane. Et voilà, on les annonce toujours, voilà, vous allez voir, lui, venir marcher sur l'Europe, etc., etc. On en voit souvent aussi, surtout, qui viennent se casser très vite la figure parce qu'ils sont partis trop tôt. Mais on a aussi, de l'autre côté, des vieux, des papis, los viejos. Certains peuvent être le père de leur coéquipier, on va en parler dans un instant. Des légendes qui reviennent dans leur club de cœur, ou plus généralement, d'ailleurs, au pays, pour finir une carrière auprès des leurs. Et entre les deux, il y a toujours un ventre mou de joueurs. Alors parfois, c'est des joueurs un peu, comment dirais-je, limité. Ouais, voilà, merci. Valeureux. Qui ont quelques carences, mais qui animent aussi ce championnat, parce que eux, pour le coup, ils ont la garra. Et donc, voilà, ils apportent d'autres valeurs. Et on a cet équilibre entre ces jeunes pépites et ces anciens. Alors d'ailleurs, on va juste commencer par rapport aux jeunes pépites avant de se tourner vers les anciens. On voit, ils partent de plus en plus tôt. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on peut aussi étendre de l'autre côté du Rio de la Plata, parce que ce que l'on va dire pour l'Argentine, c'est assez valable pour l'Uruguay. Comme toujours. Pourquoi est-ce que ces PIB partent si tôt, Nico? Alors, c'est tous les cracks, les pépites étaient du niveau de Julián Alvarez, ça serait chouette. Mais le problème, c'est qu'elles sont pas du tout toutes de ce calibre-là. Donc, si je voulais être optimiste ou de mauvaise foi, je te dirais que c'est parce qu'ils ont un talent incroyable, surdimensionné pour leur championnat des réserves, alors qu'ils ont moins de 20 ans, et que même si leur formation n'est pas vraiment achevée, ils ont finalement le niveau pour briller en championnat. Alors, il y a une part de vrai dans ce que je dis, forcément. Ils ont du talent, mais je pense que c'est surtout lié aux finances des clubs argentins, où la stratégie, c'est d'avoir quand même un gamin suffisamment talentueux pour l'exposer rapidement, le plus vite possible, aux médias, pour essayer de faire un petit peu monter la sauce et trouver un club prêt à mettre quelques billets sur lui pour tout simplement sauver la tête des clubs. Les finances des clubs argentins, c'est vraiment très compliqué. Ça fait plusieurs années que c'est compliqué. Là, ça l'est de plus en plus. Même des River Boca, c'est pas des finances solides. Tout le monde est dans le rouge.
Il n'y a qu'à voir San Lorenzo et Independiente, je pense que c'est le plus chaotique. Donc, du coup, d'avoir un Alan Velasco, un Thiago Almada, un gamin comme ça qu'on va pouvoir mettre en avant, et des gamins qui ont du talent, hein, mais plutôt que de chercher la réussite sportive et d'aller gagner des titres avec ces gamins et de faire des choses autour, non, on va essayer de sauter sur l'occasion pour renflouer les caisses, des caisses importantes, hein, qui sont vitales. Donc souvent, la vente d'un gamin sort d'un club. Ouais. Et on dit merci à la MLS pour ça, et la bise à Alan Velasco, auteur d'un golasso ce week-end, mais qui n'a pas vraiment eu le temps, hein, de finalement briller en Argentine, quoi. Ah non, là, clairement, il a montré de belles choses, hein. Vraiment, il n'y a aucun doute sur ses capacités et sur son niveau. Maintenant, voilà, il part, ces gamins font une saison, 2 saisons, ils brillent et puis ils disparaissent. Leur formation n'est pas totale, n'est pas aboutie. Et finalement, ils vont se retrouver, en étant jeunes adultes, à devoir gérer des contrats et d'être une expatriation qui n'est pas forcément simple à gérer quand on a cet âge-là et qu'on est normalement encore à devoir apprendre des choses dans un groupe avec une hiérarchie qui est installée, avec peut-être même des missions, pas des sanctions, mais voilà, aller ramasser les plots, aller nettoyer les chaussures des plus anciens. Là, tout ça vole un peu en éclats et du coup, c'est compliqué pour beaucoup, hein. Y a plein d'Argentins qui sont en deuxième division, de jeunes Argentins, pardon, qui sont en deuxième division espagnole, qui ont signé à 16 ans à l'Inter de Milan pour revenir 5 ans après à Tigre par un prêt en étant passé par la Belgique avant. Donc ça fait des carrières comme improbables. Mais du coup, c'est quand même la volonté des dirigeants de rapidement faire entrer de l'argent parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir le rentrer plus tard et pour eux, c'est vital. Ouais, on peut faire le parallèle, je disais, avec l'Uruguay, hein. On pense à Facundo Torres qui est parti de Peñarol. On pense à... mince, je viens de manger son nom, Satriani, le gamin de Brest, qui était à l'Inter Ouais. et qu'on n'avait jamais vu jouer avec les A. Et pour revenir à l'Argentine, on voit aussi certains gamins qui finissent par revenir. On pense à Ezequiel Barco, qui lui, par contre, avait quand même eu un petit peu le temps quand même. Il avait eu le temps d'emmener Independiente vers la Sudamericana, Ouais. ce qui n'est pas le cas de tous, ce qui n'est pas le cas d'Alan Velasco, par exemple, et ce qui n'est pas non plus le cas, hein, je vois les messages passer dans le chat, ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs de Julián Alvarez, qui lui est sur un vrai cycle de formation, qui finalement va partir assez tard en termes d'âge par rapport à l'époque actuelle, mais qui part totalement formé, prêt. Ouais, c'est la grande différence, hein. Après quand on a Gallardo qui fait tout pour vous former, pour vous aider, pour vous faire briller, pour aller chercher des titres, c'est plus facile de rester à River que de rester à Independiente qui joue rien, quoi, qui est plus, qui est triste à regarder jouer. Donc forcément, la volonté du joueur sera différente. Et puis il ne faut pas oublier que bon nombre de ces jeunes joueurs viennent de quartiers extrêmement compliqués et leur volonté, c'est aussi d'aller chercher un contrat, un salaire et de mettre toute la famille à l'abri le plus vite possible parce que le quotidien pour beaucoup, c'est vraiment la misère totale. Donc tout le monde ne peut pas, je pense à Thiago Almada, hein, il fallait partir. Il fallait partir, prendre de l'argent et mettre... c'est bon. Après, il a été bien vendu, Vélez l'a bien vendu. Ouais, voilà. Carrément. Il est parti sur un championnat, il n'est pas parti non plus, tu disais, en D2 espagnol ou machin, il est parti en MLS, dans une MLS qui s'est structurée, voilà, dans une bonne équipe. Je vois Ibra qui nous parlait de Sosa, il n'a pas totalement disparu, Sosa, hein. Il est l'un des hommes clés d'Atlanta United. Et juste pour rebondir avant que l'on enchaîne sur les messages de Spinoza par rapport à l'Équateur, ouais, faudra qu'on en parle, un de ces cas, du modèle équatorien qui est très différent, par exemple du modèle argentin, dans la façon dont justement on a compris que ces gamins-là étaient aussi des actifs, mais on sait les former, on sait les exporter. J'ai vu ton message, hein, sur Independiente del Valle. Il y a beaucoup de choses à dire sur la façon dont l'Équateur justement arrive à produire des gamins qui sont prêts à partir derrière. Et on commence à en voir les bénéfices, par exemple, sur la sélection, hein. L'Équateur est aux portes du Qatar.
Non, je vais rien dire parce que je vais leur porter la poisse. Mais donc je vais rien dire. Mais voilà, on parlera. Ouais, ça vaut le coup qu'on fasse un petit focus sur l'Équateur, un de ces quatre. D'ailleurs, il faudrait que je me bouge un petit peu pour les comptes rendus équatoriens sur Hello. Je suis un peu en retard. On va revenir sur l'Argentine. On a évoqué un petit peu le cas justement de ces PIB qui partent trop tôt. Tu l'as dit. Entre les deux, on a des joueurs, qui sont pas forcément des joueurs très très fous. Et donc, on a, pour compenser aussi le départ de ces jeunes cracks, on assiste à un vrai retour des anciens. Des vrais anciens, hein. On parle pas de 29 ans, 31 ans, on parle de vrais anciens, hein. Ils ont presque mon âge. Non, déconne pas quand même. Arrête, Torico, il est pas loin. Des vrais anciens. Est-ce qu'on a justement une explication c'est difficile d'avoir une raison générale de mettre tout le monde dans la même case, mais est-ce qu'on a des idées, des éléments qui font que ces anciens finissent par revenir? Alors, pour beaucoup, c'est très souvent une volonté de ces joueurs qui sont un peu en fin de carrière, qui ont bourlingué un peu partout, soit sur le continent américain, soit en Europe pour les meilleurs d'entre eux. Mais c'est souvent une volonté de leur part. Et ce qui ressort, c'est que vivre 10-20 ans loin de sa famille, loin de ses proches, à l'autre bout du monde pour eux, un peu isolés dans une vie où finalement ils ont un cercle restreint, c'est moins épanouissant et au final ça pèse certainement, hein, ça pèse certainement sur leur morale, sur leur mental. Et quand l'opportunité de rentrer au pays après avoir mis de l'argent de côté, ça te fait plaisir sportivement, ça reste quand même, ça reste quand même intéressant. Et puis en Europe, quand on est loin de chez soi et que les attentes du club envers soi, ça commence à diminuer, les supporters aussi sont, on est un peu à l'écart, on n'est plus trop mis en avant, on n'a pas envie de se battre à l'autre bout de chez nous pour continuer à jouer. Finalement, peut-être qu'un retour, même si le championnat est pas le meilleur, même si les conditions de vie, c'est pas l'Eldorado, pour plein de raisons, il reste que le retour d'une idole, le retour d'un grand joueur, il va y avoir une ferveur, il va y avoir un impact autour de ce joueur. Et finalement, souvent, je pense que ça les motive à poursuivre cette aventure. Ouais, tu le disais, hein, c'est-à-dire que ils ont profité financièrement et sportivement de leur parcours européen quand ils en ont eu un. Ils ont un statut aussi, on va en parler dans un instant de ce statut. Avant d'évoquer justement le statut qu'ils ont, parce que vous allez voir que ça pose aussi d'autres questions sur le rapport que l'on a avec... c'est terrible de dire les anciens, mais quand on parle de joueurs de 33-34 ans, c'est pas des anciens, quoi. Ou 35-36, ce ne sont pas des anciens. On sait que leur carrière est plus proche de la fin que du début, c'est une évidence. Mais voilà, il y a des éléments, on va en parler dans un instant. Mais avant cela, la question toute naturelle, tu disais, il revient dans un championnat qui est forcément moins bon, même si il est différent, dans le sens où... parce que on parlait des joueurs qui ont la gara, il faut se les coltiner quand même le week-end. Hein. C'est pas parce que là j'ai mis Licha en photo, Lisandro Lopez, il va se faire rentrer dedans sévèrement pendant les matchs. Donc il faut quand même avoir un minimum de tenue. Comment ils font ces joueurs-là pour rester au niveau concrètement, au niveau au moins du championnat, parce qu'on en voit qui ne font pas que briller en championnat. On peut parler d'Enzo Pérez par exemple. Ils font comme nous quand on veille à 3h du matin pour regarder des matchs en direct. Hein, le maté doit aider. Je pense que, je le dis en rigolant, hein, mais je pense qu'il y a la science a dit qu'il y avait des vertus quand même particulières là-dessus. Bon, c'est peut-être un peu de tchatch aussi, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et donc, plus sérieusement, je pense qu'ils ont tous prouvé quand même qu'en quittant le pays, en se frottant quand même à un football européen très cadré, très encadré plutôt, avec des habitudes au niveau de l'alimentation, au niveau de la récupération, au niveau de l'entraînement. Finalement, ces joueurs-là, quand ils reviennent au pays, ils ont une approche extrêmement professionnelle qui leur permet aussi de tenir malgré l'âge, malgré les années. Ça leur a donné une hygiène de vie qui
qui fait qu'ils sont finalement en bonne santé et capables déjà de tenir 90 minutes sur un terrain, hein, même si c'est plus la vitesse de leur jeune âge, ils tiennent quand même. Donc ces joueurs-là, finalement, ils sont quand même plus affûtés. Enfin, ils sont toujours affûtés, pardon. Enfin, sauf Pas tous. le God. Là, je pense au God de Hotigoza. Voilà, photo à l'appui. Forcément. Mais il n'a jamais 37. été gros. Hein. Il a toujours dit « Je ne suis pas en surpoids ». Non. Bon, allez. Je suis pas spécialiste, mais bon. Hein, il a 37 ans, il court toujours à San Lorenzo. Hein. Bon, il joue un petit peu moins, mais bon, on voit jour après jour son surpoids qu'il n'a pas, qui grandit quand même. Hein. Donc voilà. Mais ces joueurs-là, malgré une perte de vitesse, ils compensent par autre chose. Ils ont une anticipation, une intelligence tactique, une intelligence de jeu, une finesse qui fait qu'ils gardent un rôle important. Et finalement, malgré ce manque de vitesse, ces joueurs-là, quand ils reviennent, ils ont des rôles de cadre, de capitaine. Je pense que leur importance, elle dépasse même le simple aspect du terrain. Ça va au-delà, dans le vestiaire, à l'entraînement, au quotidien. Pour des jeunes joueurs qu'on expose, qu'on met en avant, qui rêvent un petit peu de partir en Europe, d'avoir ces joueurs-là qui peuvent les encadrer, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Et au final, ils rendent les joueurs, mais même le club, ils rendent vraiment les autres meilleurs, je pense. Ouais, et tu le disais, hein, ils jouent un autre rôle et par leur parcours, par leur professionnalisme, parce qu'il faut quand même le dire aussi, il y a beaucoup de clubs argentins, et pas forcément des petits, hein, on parle pas forcément des petits, où la notion de professionnalisme, par moment, elle laisse un petit peu à désirer. Hein, donc, ils apportent cela aussi. Ils structurent un club. Demandez à Pierre Gerbeau dans le chat, c'est Colombien, Boca, niveau professionnalisme, comment ils sont. Voilà, ça c'est fait. Mais justement, on va juste évoquer cette question-là parce que on sait très bien, on l'a dit en plus, on est conscient du fait que le championnat d'Argentine n'est pas forcément d'un niveau ultra relevé tout le temps à chaque match, machin, même s'il y a... On ne fait jamais de comparaison en Hello parce que c'est toujours très compliqué. On ne peut pas comparer concrètement. Vous pouvez lâcher n'importe quel bon joueur au milieu du championnat d'Argentine. Je peux vous assurer que voilà, il va lui falloir un sacré temps d'adaptation, surtout s'il n'a jamais connu ce type de football-là avant. Parce qu'au niveau de l'engagement, du rythme et tout, ça peut lui faire bizarre. Oui, Fabra est en léger surpoids, mais il n'a pas 37 ans, Franck Fabra. Et d'ailleurs, il n'est pas allé en Europe et je suis pas convaincu qu'il réussisse à y aller parce que pour l'un coup, Nico le disait, Pierre, voilà, le professionnalisme de Fabra, voilà. Mais justement, Nico, on le voit, il y a des anciens qui reviennent. Est-ce que le fait qu'ils arrivent à revenir, à réussir, à s'installer, à jouer, tu l'as dit, hein, ils font 90 minutes. Licha, à chaque fois, il est irréprochable sur le terrain. Même quand il était encore à Racing, il jouait, quoi. Et voilà, est-ce que c'est vu, est-ce qu'en Argentine, on voit cela aussi par le prisme du... ça veut dire que notre championnat s'est quand même vachement affaibli si, entre guillemets, je vais le dire, hein, si des papis sont capables de briller 90 minutes, c'est qu'il y a quand même un problème. Est-ce qu'on a cette lecture en Argentine ? Alors, l'Argentine, il y a un problème d'ego déjà dans le pays. Hein. On dit que pour qu'un Argentin se suicide, il saute du haut de son ego. Donc forcément, si on regarde avec un œil un petit peu subjectif, on va dire c'est génial, notre championnat est tellement bien que même les anciens bons, ils reviennent chez nous. Bon, ça c'est une lecture, mais je pense pas que ce soit la réalité. On va pas se mentir, le niveau de jeu, comme tu as dit, hein, il est pas parfait partout, ni tout le temps, ni dans chaque match. Pour en regarder plusieurs tard dans la nuit. Ouais, parfois, il faut être solide. Le maté doit être corsé. Hein. Des fois, on trouve plus d'intérêt dans les tribunes, dans le spectacle autour que sur la pelouse. Donc forcément, c'est pas génial. Mais bon, sur un championnat à 28, déjà, ça aide pas à avoir une certaine exigence dans le jeu. Mais je pense que c'est surtout ça, c'est plus ça la faute que le retour des vieux, ce qui fait que le niveau s'affaiblit un petit peu du championnat, enfin, s'affaiblit d'année en année en Argentine, c'est ce départ des jeunes joueurs talentueux et cette organisation ou cette non-organisation des compétitions locales. Elle change quasiment tous les ans. D'année en année, le nombre de clubs grandit. On passe à 28 maintenant. Comment on fait pour avoir un championnat 28 crédible, même si on le fait en France?
Mettez-moi 28 clubs en France. Regarde, en France, en France, on est revenu sur le débat du championnat à 20, on va repasser à 18. Donc voilà. Ouais, non, mais c'est forcément problématique d'avoir autant d'équipes. Et c'était une volonté de Chiquitapia de redescendre à 20. Ben, il a tout éclaté, il est remonté à 28. Bon, bref. Ça fait que le niveau du championnat s'affaiblit un petit peu. Après, la place des anciens, surtout des légendes qui reviennent, comme Edith Chalopes, c'est pas franchement un problème à gérer et ça va pas affaiblir le niveau. Et puis au pire, quand ils reviennent, ils ont des contrats d'1 an. Donc, même si leur perf elle diminue un petit peu, bon, voilà, le club va les écarter gentiment. Soit ils vont aller chercher un autre contrat ailleurs, soit ils vont passer plutôt dans le staff. Donc c'est pas vraiment une grande gêne. Et puis, il faut pas oublier qu'avec leur vécu acquis hors d'Argentine, pardon, en Europe, donc même en MLS, au Mexique, au Brésil, des joueurs qui ont voyagé, qui ont appris des choses. Ben, finalement, ils ont quand même beaucoup à apporter à une équipe, à un groupe, à un club. Donc je pense pas que le niveau du championnat argentin qui diminue d'année en année, ce soit leur responsabilité en tout cas. Et puis on le voit, hein, certains, j'évoquais Enzo Pérez. Enzo Pérez, quel âge c'est 36, 37 Enzo Ouais, il doit avoir 36. 36, hein. 36, ouais. Toujours inamovible à River, pas dans le plus petit club du pays, quoi. Ouais, il est même capable de jouer gardien en plus. Le polyvalent. non, mais c'est ça, c'est un taulier. Les coachs se basent leur équipe sur ces joueurs-là, hein, quand même. C'est souvent l'homme de base d'une équipe sur qui, derrière, on place le reste, quoi. C'est un homme de confiance qu'on connaît bien, qui est fiable. Donc non, dans chaque équipe, à peu près, il y a un ancien comme ça qui fait taulier, souvent au milieu ou derrière. Et qui apporte beaucoup à leur équipe. Ouais, voilà, 36, hein, nous confirme Ibra, voilà, 36 pour Enzo Pérez. Mais voilà, mais derrière cela, on a évoqué un peu le niveau, la façon, enfin, etc., etc. Il y a quand même, ça nous dit quelque chose de ce football. Et on peut même dire, parce que je disais, on peut dire la même chose de ce qui se passe de l'autre côté du Rio de la Plata. Hein, c'est la même chose en Uruguay. Ça nous dit quelque chose sur la façon dont on aborde les anciens, dont on aborde les légendes, sur la mémoire que l'on a des joueurs qui ont apporté, parce qu'en plus, ils ne reviennent pas généralement juste pour faire des piges à gauche à droite. Très souvent, ils reviennent dans un club auquel ils sont très identifiés. Soit ils y ont déjà joué, soit ils étaient supporters quand ils étaient enfants. Donc soit ils ont déjà écrit une partie de l'histoire du club au cours de leur carrière, soit ils veulent maintenant écrire une histoire de leur club. Je pense par exemple à Léo Ponzio qui était revenu à River pour sauver le club de la D2. Ouais. On en avait eu plusieurs comme ça qui étaient revenus, hein, Kavinaghi, Chori Dominguez, ils étaient plus jeunes à l'époque, mais ils étaient revenus. Il y a cette notion aussi de respect des idoles, d'attachement avec le club qui est quand même très très présent en Argentine, et c'est une spécificité par rapport à chez nous qui peut aussi donner un élément de compréhension à ce phénomène. Ouais, carrément, il y a une volonté de rendre au club qui finalement leur a permis de briller, de réussir ou de se former. Des fois, c'est juste un club formateur dans lequel on n'a même pas joué en pro, mais ils y reviennent. Il y a un côté affectif, une émotion qui lie ces joueurs à leur club dans lequel ils veulent s'engager, malgré les difficultés économiques, malgré le championnat, malgré la situation du pays, bref. Ils ont cette volonté vraiment de revenir. Puis en Argentine, il y a vraiment ce que tu disais, ce devoir de mémoire qui est vraiment omniprésent. Bon, ils sont rarement objectifs, mais les hinchas, comme les médias, ils gardent toujours à l'esprit les exploits des légendes. Et dès qu'ils voient le retour d'une de ces gloires, ils s'imaginent de tout de suite renouer avec le succès, avec de nouveaux titres à gagner. Alors, c'est pas toujours une réussite, mais en tout cas, à l'annonce d'une signature, chaque supporter, chaque hinchas va vraiment avoir une fixette là-dessus et se remémorer un glorieux passé et vouloir s'y attacher coûte que coûte, que ce soit un titre continental ou local, tout le monde s'imagine triompher à nouveau avec le retour du fils prodige qui a brillé à l'époque. Et puis, on l'a dit, malgré les difficultés financières de ces effectifs, parce qu'il y en a 28 d'effectifs à monter, et donc les plus gros ont déjà des difficultés économiques. Alors imaginez le reste du championnat.
Donc la règle, c'est souvent le joueur prêté à droite, à gauche pour monter une équipe. Donc là, voir un footballeur confirmé qui a fait ses preuves un peu partout, qui fait des efforts pour des efforts financiers pour pouvoir revenir, pour signer, franchement, c'est une opportunité que les dirigeants ne laissent jamais passer. Hein. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont en constante campagne pour une réélection. Donc en plus, pouvoir satisfaire un petit peu son inchada, un petit peu de populisme, ça fait du bien avant de se faire élire. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent en ce moment. Même on va sortir des têtes d'affiche, mais même qu'il s'agisse de Pépé Sand à 41 ans, qui a bourlingué sur tout le continent, dans toute l'Argentine. Bon, lui, la loi de l'ex. Ah oui, lui, ça n'existe pas. Il a que des ex. Donc voilà, ou Diego Valeri qui revient à 35 ans après 8 ans à Portland, où il gagne en 2015, en 2020 des titres, il est MVP en 2017. Tout ça, c'est des joueurs majeurs. Fernando Monetti, qui revient dans les cages. Là, à l'annonce du retour, donc Pépé Sand était déjà là, mais là, le retour de Valeri et de Monetti, la hinchada de Lanús pense qu'au titre de 2007 avec l'Apertura et le triplé en 2016 où la Grana elle remporte championnat, Copa et Supercopa. Donc forcément, dans l'esprit des gens, c'est dès qu'on parle des anciens qui reviennent, on a cette image en tête. Après, il y a le terrain qui fera la différence, mais même sur le terrain, Pépé Sand, 41 ans. Alors, il a la particularité d'avoir un associé excellent aussi, une pépite aussi, que je vous conseille de regarder, José Lopez. Donc, il forme le duo d'attaque. Ça pourrait être son fils, ils ont exactement 20 ans d'écart. Bon, c'est pas mal. Mais ils se complètent vachement bien. Le duo, tu le disais, le duo d'attaque de Lanús, les deux Rossés, ils sont très bien. Ouais, et puis Pépé Sand, il a rien à bouler là-dedans. Dans cette saison, sur 5 matchs, il a un but et une passe. Mais l'an dernier, il a mis 23 buts à 40 matchs. Donc, ou même Licha Lopez. Et quand il revient à Racing, il triomphe, il gagne 15 ans après l'avoir quitté. À 39 ans, il pourrait se mettre de côté, arrêter. Mais non, il a encore la passion, il relève des défis, il veut continuer à jouer. Il s'engage à Sarmiento pour se rapprocher de sa maman qui est malade. Lui qui a perdu, on le rappelle, qui a perdu son père l'an dernier. Alors ce qu'il avait fait quitter Atlanta d'ailleurs, où il était. Exactement. Où franchement, ça allait. C'était en tout début de saison. Il avait fait 4 ou 5 matchs, mais il jouait. C'est ça qui était fou. Il jouait, alors en plus, dans l'Atlanta d'Heinze. Voilà. Ouais, fallait courir, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce qui a fait qu'Heinze a sauté d'Atlanta. Il fallait courir. Ouais, et puis après, voilà, le décès de son père, il fallait qu'il se rapproche de sa mère, donc ça a précipité son retour au pays. Mais oui, Licha, il a plus ses jambes de 20 ans, mais donc on garde cette image de ses exploits, ces images des exploits, avec Porto ou Lyon. Mais pour la Verde, avoir un attaquant comme ça à la pointe de son équipe, pour un club qui joue le maintien, ça n'a pas de prix. Clairement, ça n'a pas de prix. Et même si il est moins rapide, c'est Licha, le professionnalisme, le charisme qui va dégager, vraiment c'est important. Et même chose, son ex-acolyte du Cilindro, Dario Glitanic, lui aussi, il a décidé de retourner dans son Banfield. Alors lui, Dario, physiquement, il a un peu plus de mal, donc il joue très peu avec le Taladro, mais il est loin de sa perf, de son niveau qu'il affichait avec Nice. Mais pareil, son professionnalisme, c'est des gens qui se ressemblent un petit peu, son humilité, sa disponibilité, donc il bronche pas, il est dans le groupe, et si Dabov lui donne quelques minutes, il les saisira et fera du bien aussi à Banfield pour faire souffler un titulaire ou pour lui aussi apporter sa pierre à l'édifice. Ouais, parce qu'il y a aussi ça, on ne l'a pas abordé, mais il y a aussi, ce sont quand même des anciens assez particuliers, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas en revendiquant un statut non plus, en disant, voilà, tu m'imposes dans le groupe, sinon je te fais imploser ton vestiaire. Voilà, c'est aussi des joueurs très particuliers, ceux qui arrivent à durer sur le temps comme ça, c'est pas des gens ingérables en général. Ouais, ils sont là pour le plaisir, ils sont sur autre chose, donc.
Et tu évoquais des anciens de Ligue 1, t'en as bien un ou deux autres à nous donner là. Ah, ouais, Pour raviver des petits souvenirs, même si parfois ils sont pas forcément ouf. ouais, bah là, on se souvient quand même de Marco Ruben, donc le buteur de Central. Euh, voilà, il est indispensable dans le 11 de Kili. Hein. Donc, euh, donc oui, Marco Ruben, on a Bergesio, qui est de retour à Platense. Après Donc, avoir sorti quelques saisons à National, à ultra National, convaincant. C'était plus dur sur la fin, mais bah, il a mieux réussi à National que d'Alessandro, quoi. oui, C'est... voilà. C'est peut-être pas le meilleur exemple sur les anciens d'Alessandro. Mais bon, voilà. Non, juste... Mais ce sont des Donc, anciens ouais, que l'on croise hein, encore dans le foot argentin. tout à fait. Bah tiens, on va jouer un petit peu quand même avec nos glorieux anciens, justement. Je sais que tu t'es amusé à nous faire un petit 11. Alors bon, commencez pas à nous chauffer sur l'équilibre dans ce 11. On Alors, parle d'un 11 qui doit avoir une moyenne d'âge. Je me suis pas amusé à la calculer, mais on doit être autour des 38, elle doit 37. être aux alentours des 38. Allez, on va... Ouais, 38, je pense, ouais. Facile. Voilà, t'as ton 11. Quel est ton 11 des papilles de l'élite argentine? Parce qu'on ne parle que de l'élite et vous allez voir, dans un instant, on parlera d'autre chose que l'élite argentine. Ouais, bah, déjà, je pense qu'ils ont le privilège de l'âge pour choisir de jouer en 2-4-4. Hein. Euh, Ils sont là pour faire un peu ce qu'ils veulent. Donc, ouais, donc on a Torrico dans les buts, à 42 ans à San Lorenzo, qui joue toujours, qui est titulaire. Et qui a presque Euh, la même couleur de barbe que moi. ouais, et de cheveux comme moi. Eh, Mais bon. on peut encore jouer en Argentine. Ouais, bah, on y va. Ok. Euh, en défense centrale, toujours à San Lorenzo, on a Donati. Bon, déjà, on a deux vrais anciens, là, 35 et 42 ans. Bon, Donati joue plus beaucoup et c'est peut-être une bonne chose. Mais on a Christian Zapata, le Colombien aussi, qui joue avec lui à San Lorenzo. Ça explique peut-être les problèmes de San Lorenzo, hein, d'avoir ce genre de choses. J'allais le dire pour le compère que tu lui as associé. Ouais, une Savral du côté d'Independiente, donc formé à Chacarita et passé par Boca, 37 ans. Bon, pas tout frais non plus. Qui avait En beaucoup de passe mal direct, pour le coup, qui avait un peu plus de mal à Colo Colo. Ils ont bien ouais. fait, entre guillemets, de s'en séparer. Ouais, ouais, Voilà. et j'aurais pu mettre, hein, j'ai pas mis, mais j'aurais pu mettre Pinola, hein, 39 ans, River. Oui, Bon, il va jouer des bouts de match et quand la Libertadores va commencer, il va il va certainement jouer. être dans la rotation. Ouais. Mais 39 ans, quoi, le bono. C'est quand même quelque chose, quoi. Et on le voit même Euh, jouer latéral gauche maintenant, donc à prendre le ouais, couloir tout le match. gros piston, piston gauche. On passe au milieu, au milieu, même si il peut jouer gardien, défenseur central et numéro 9, mais Enzo Pérez avec River à 36 ans, on a dit. Ouais, 36 ans. Euh, bah, il est indéboulonnable et Gachardo, il en fait toujours son nombre de base et un petit peu comme il avait fait avec Poncio, hein, c'est des joueurs sur lesquels il s'appuie, qui ont un statut particulier dans l'équipe. Toujours, on retourne à San Lorenzo, on a donc Gordo Ortigosa, hein, 37 ans, et son régime slim. Alors cette photo-là date, hein. Ah là, il était affûté. Là, il avait Ouais, 20 là, ans. je me demande si... Faudrait que je revérifie, mais je me demande si cette photo, c'est pas la Libertadores 2014. Voilà, pour dire à quel point ça date. J'ai un doute avec le maillot, mais Ouais, je suis pas sûr. je suis pas sûr non Avec plus. ce maillot non plus. Je pense que c'est après, mais Ça doit être après, ouais. on doit pas être loin quand même. Donc on a Diego Valeri, 35 ans, donc à Lanús. On a la merveille je vous invite à suivre tous ces matchs, à voir toutes ces cassettes, j'allais dire, ça fait vraiment vieux. Voir toutes ces vidéos de la Pulga Rodriguez, donc Luis Miguel Rodriguez. À Cologne, c'est l'un des plus beaux joueurs du championnat, le plus beau joueur du championnat. Il a 37 ans et il nous régale. Une inspiration, une élégance, vraiment tout est magnifique. Et devant, Licha Lopez, hein, 39 ans à Sarmiento. Mauro Boselli, à Estudiantes, 36 ans, qui brille. Hein, 36 ans, il vient de revenir à La Plata. 4 buts en 6 matchs. C'est son 3e passage à La Plata. C'est quand même quelque chose. Bon, là, il vient de se faire les croisés.
bon, il va se calmer. Mais Ne sinon, serait-ce c'était pas pas le mal. supporter du Gymnasia qui vient de lâcher cette phrase? Je ne vois pas non plus les questions dans le chat qui me concernent. Désolé, je ne répondrai pas. Et donc, on a encore Pepe Sand et Marco Ruben devant. Donc, tous ces attaquants, ils sortent quand même des petites stats pas dégueulasses sur un but, une passe en 3-4 matchs. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et sur le banc, on aurait pu ajouter des Pablo Pérez qui, malgré son œil en moins, est capitaine de Newell's. Voilà, c'est l'homme de Il l'a base de retrouvé, il l'a retrouvé. Sanguinetti. Non, il joue sans des yeux. Et il est meilleur depuis qu'il a plus qu'un œil. Il prend C'est plus de vrai. rouge, il prend que des jaunes. Il prend que des jeunes. Voilà. Ou même, on peut aller sortir Lucas Barrios qui a 35 ans, anime l'attaque de Patronato. Donc non, ouais, ça fait du monde. Et finalement, ces anciens-là ne font pas tâche dans leur équipe et apportent forcément quelque chose. Même dans le championnat, c'est quand même agréable de voir ces talents-là continuer à jouer. Ouais, exactement. Et Bergesio, pour te répondre, Ibra, on l'a évoqué tout à l'heure, notamment après son passage à National et maintenant à Platense avec le Calamar. Enfin voilà, on en a encore, Nico vous en a cité, la liste des plus de 35 ans de la première division argentine est assez folle. Voilà, on s'était un petit peu amusé sur ce 11. Mais justement, on était sur la première division. Nico, on parlait de ces idoles-là, mais il y en a d'autres qui ont annoncé leur retraite, mais qui en fait n'ont pas du tout pris leur retraite. Mais alors pas du tout pris leur retraite. Leur retraite, c'était juste on arrête de jouer en première division. C'est ça. Il fallait continuer. C'est des amoureux du ballon. Il fallait continuer à jouer. Ils n'ont pas fait comme Renato Sivelli à ouvrir des boulangeries un peu partout dans le pays. Et ils ont continué à jouer. Donc, ils sont retournés dans le monde amateur. Et quand on parlait tout à l'heure de rendre à son club d'origine, à son club, même son club vraiment de moins de 10 ans, quoi. Donc vraiment des tout petits clubs amateurs. Il y en a qui y vont franchement. Je pense à Léo Ponzio, qui s'est malheureusement blessé, mais à 40 ans, joueur le plus titré de River Plate, il avait tout pour arrêter. Ben non, il a décidé de retourner dans le monde amateur et de jouer, comme on dit, dans le club qu'il a vu naître. Donc c'est le Williams Kemis à Las Rosas. Donc c'est un club familial, hein. C'est sa famille qui est à la présidence du club. Donc c'est pas anodin. Et c'est un coup de projecteur quand même sur ce genre de petit club qui permet sûrement d'attirer quelques nouveaux partenaires et de faire entrer quelques euros. Là, on a une histoire de famille là, à Las Rosas avec Poncio, mais on a à peu près la même chose. Bon, là, c'est plus une histoire d'amitié. Toujours dans la même région de Santa Fe. Là, on va parler de Maxi Rodriguez et de Nachos Coco. Donc, les deux, donc des idoles de Newell's, qui ont pris leur retraite. Donc, la fière Rodriguez a 41 ans et Nachos Coco a 36 ans. Donc, ils ont annoncé très rapidement leur retraite simultanément, quasiment. Maxi a eu les honneurs un petit peu de la lèpre, et donc les festivités étaient autour de lui, et Nachos Coco, lui, gentiment, le lendemain matin, il a juste attendu la conférence de presse pour annoncer que lui aussi prenait sa retraite et qu'il allait se consacrer à son club qu'il dirige, donc le Hughes FBC. C'est toujours un peu comme Las Rosas, c'est dans la province de Santa Fe, pas très loin de Rosario. Et donc, Nachos Coco, alors qu'il était encore joueur de River Plate, il avait pris la présidence de ce petit club, pareil, un club qu'il a vu naître et auquel il veut rendre beaucoup. Et donc, du coup, on a quand même deux légendes, Maxi Rodriguez, pour ceux qui ont oublié, les Mexicains, je sais qui s'en rappellent, ouais. Mais son golasso en 2006, je pense que tous les 24 juin, il y a un Mexicain qui saute sur sa chaise. Tous les 24 juin, les Argentins leur ressortent, donc à partir de là, ils peuvent pas l'oublier. C'est un bonbon, on est obligé de le ressortir. Exactement. Même s'il avait été contre l'Argentine, je le ressortirais, je pense. Tellement il est beau. Non, je déconne. C'est pas sûr. Ouais. Donc c'est des joueurs qui ont décidé d'aller quand même dans le football amateur, d'aller se frotter à la Liga Venadense, aller jouer contre des amateurs. C'est pas simple non plus. C'est un peu dangereux. Ponzio, il a laissé un genou. Donc
voilà, Nachos Coco, pour lui, il était déjà un petit peu à part dans le monde du football parce qu'il était très en retrait de tout ce qui était ce folklore, de toutes ces paillettes. C'était un petit peu un cérébral. Hein. Il était même plus attiré par la politique que par le foot à un moment. Donc voilà, On le voyait plus devenir dirigeant ou prendre des fonctions plus élevées que de rester au terrain, voire au bord du terrain. Autant on évoquait des anciens, par exemple, autant on imagine sans aucun problème qu'Enzo Pérez va être le fils spirituel de Gachardo. Autant, autant sur Skoko, c'était pas le cas parce que tu l'as dit, c'était un joueur à part. Juste pour répondre à Spinoza qui nous dit dans le chat, va falloir créer un championnat pro senior en Argentine. Je sais qu'il y a les équipes des anciens qui s'affrontent régulièrement. ouais. Mais dans le cas d'un Ponzio ou dans le cas d'un Skoko que l'on voit à l'image, c'est plus la compétition qui les anime. D'ailleurs, Nico, il n'y a pas de projet derrière les clubs, derrière Williams Kennis et Hughes FBC. Il n'y a pas d'ambition, voilà. Enfin, il n'y a pas de projet, c'est terrible de dire ça, mais il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas d'ambition sportive en fait. Alors, des projets, il y en a forcément. Ouais. Maintenant, comme tu dis, il n'y a pas de volonté de faire de ces petits clubs des pensionnaires de Primera ou même du monde pro, ou d'aller chercher Libertadores ou des choses comme ça. Hein. C'est vraiment pas du tout ça. Ce sont vraiment des petits clubs amateurs qu'on peut connaître chez nous. Sauf que la principale différence avec ce qu'on connaît chez nous, c'est que les clubs argentins, eux, ils ont une importance sociale capitale pour tous ces quartiers, pour toutes ces villes en Argentine, pour bon nombre d'enfants qui ont finalement accès au sport, à l'éducation, aux loisirs, à la santé, dès qu'ils prennent leur carte de socios dans ce club. Donc, faut pas l'oublier, ça. Hein, s'ils peuvent s'ils peuvent avoir des loisirs, aller à la piscine, aller voir un médecin, aller à l'école, c'est parce qu'ils appartiennent à un club. Et c'est valable quand on est à Boca, mais c'est aussi valable quand on est à Williams Kennis. Donc, c'est vraiment ça la volonté de ces joueurs quand ils s'engagent dans ces clubs. C'est que la principale idée, hein, c'est qu'ils s'engagent, ils ne vont pas faire une deuxième carrière dans ces clubs-là, mais ils vont jouer 1 an, 2 ans pour apporter au maximum à ces clubs et essayer de sauver ces clubs. Parce que on a dit l'équilibre économique des clubs pro est compliqué. Imaginez les clubs comme ça de quartier. Donc ces stars, finalement, ils essaient de redonner à leur échelle, avec leurs moyens, ce qu'ils peuvent à ces clubs. Et finalement, le coup de projecteur qui sera donné, ça va peut-être permettre d'éviter une disparition du club. Et une disparition, là, c'est vraiment dramatique parce que plus personne n'a accès à tout ce qui est vital pour se développer. Donc là, l'engagement qu'ils prennent, c'est Nachos Coco qui le dit clairement. Lui, son combat, c'est pour les petits. Hein. C'est même pas pour le football en général. Ce sont souvent des clubs omnisports. Donc, sa volonté, c'est vraiment de permettre à chaque gamin de ce quartier, de cette ville, de pouvoir s'épanouir dans le football ou dans n'importe quel autre sport. On est déjà, tu le disais tout à l'heure, hein, on le disait sur Skoko, sur un rôle un petit peu plus politique, mais c'est vrai qu'il faut insister. C'est un vrai rôle politique dans le sens premier du terme, pas dans le sens aux connotations que l'on donne parfois à la politique. Là, c'est un rôle véritablement social. Je vous invite à lire l'interview qu'on avait fait. Ça remonte maintenant parce que ça fait 4 ans, 5 même, bientôt. Dans le tout premier Hello Mag, où j'avais discuté avec Omar Da Fonseca, qui justement nous rappelait ce que c'était que le club. Lui, il est attaché à Vélez. Il est de Vélez. Et il expliquait ce que c'était Vélez, que c'était là où il passait ses vacances, où il passait... c'était sa colonie, c'était là où il allait. C'était plus que son club. Et c'est aussi cette dimension-là que l'on retrouve partout. Alors lui, c'était Vélez, c'est important. Là, tu le dis, Williams Kennis, c'est plus petit, mais je me souviens de reportages que l'on a fait du côté de la Nueva Chicago, où c'est la même chose. Ouais. C'est partout, il y a cet objectif social des clubs. Peut-être qu'il faudra qu'on en parle un jour, vraiment en détail, tiens d'ailleurs. Ouais, clairement. Et souvent, on me demande sur Twitter ou ailleurs comment on peut expliquer un petit peu cette passion des hinchas, des choses comme ça. Et je pense que c'est une des raisons. C'est qu'en fait, c'est même plus important que leur famille parfois. Tellement le club permet d'accéder à tout ce qui était inatteignable avant. Donc forcément, quand on a cet engagement d'un club vers soi, on s'identifie, on s'y attache et on est prêt à y laisser sa peau parfois. Donc ouais, ça serait intéressant de développer ce sujet. Allez, il est noté dans un coin celui-là. C'est cool, les émissions, ça nous donne des idées de sujets, c'est génial. Voilà, bref, voilà, vous avez compris un petit peu, il y a un phénomène global et vous voyez que
Il y a un statut particulier des anciens, il y a une relation particulière entre les anciens et leur club. C'est des choses qui paraissent, il faut le dire, un petit peu étrangères à nous, Européens, à nous, Français, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est entretenu malheureusement par nos clubs. Ça, c'est un autre débat, mais voilà. Vous avez pu avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe en Argentine et ce qui fait aussi la spécificité de ce football argentin, ce qui permet, comme le disait Nico à l'instant, d'envisager, de comprendre aussi un petit peu pourquoi la passion est si grande dans ces pays-là. Et en fait, c'est les deux sont reliés. Hein. La passion est aussi grande parce que, mais aussi il y a ce respect parce qu'il y a la passion. C'est un peu l'œuf et la poule. Mais voilà. Voilà, on va en rester là pour ce dossier. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner tout de suite. On va aller se rendre au Pérou. On va parler du maillot de la semaine. Et je le disais à l'instant, on va se rendre au Pérou. On va retrouver notre buveur de pisco préféré. Je me trompe pas, attention, hein, il faut pas se fâcher, je prends mes précautions. On va aller au Pérou, on va parler avec toi, Romain, du maillot de la semaine. Et on était à Lima tout début de l'émission. On va retourner à Lima. On était avec Universitario au tout début de l'émission. On va retourner avec Universitario. Et non pas, comment ils ont marqué Universirario, hein, c'est ça? Ouais, sur l'équipe, il y a une petite bourde. Donc Universitario, justement, parce que cette équipe-là, ce club-là, qui est un des géants locaux, a un maillot bien particulier dont tu vas nous raconter un petit peu l'histoire. Voilà, exactement. C'est vrai quand on arrive au Pérou et qu'on commence à s'intéresser au football, pas forcément qu'on soit au Pérou, mais quand on commence à suivre le football péruvien, c'est vrai qu'on s'aperçoit il y a un maillot quand même qui nous frappe. Du coup, le maillot de Universitario par sa couleur inhabituelle, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que j'essaie un peu de rechercher tous les maillots qui existent possibles un peu dans différents championnats et c'est très très rare, voire peut-être même unique, d'avoir un maillot couleur crème. C'est assez rare, j'en ai pas vu beaucoup. Donc après, je peux me tromper, mais c'est assez rare. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi on en est venu à cette curieuse couleur. Donc en fait, à la base, le club Universitario, il a été fondé en 1924. Donc c'est un club très très ancien, fondé par des étudiants de l'université San Marcos. Il a commencé à disputer la Ligue de Lima en 1927, hein, donc 3 ans plus tard. Et donc entre-temps, ils ont créé leur maillot. Donc ça devait être un maillot blanc, donc très sobre, donc qui représente l'université, des valeurs propres, pures, avec juste un petit U rouge brodé, vraiment quelque chose de très simple. Que l'on retrouve, je te coupe 2 secondes, ce motif, le maillot avec le simple U, on le retrouve dans la plupart des clubs universitaires qui ont été créés. On parlait de la U de Chile, il y avait le U. Même la Liga de Quito, qui est la Liga Deportiva Universitaria, hein, la LDU, a joué avec un maillot blanc et ce U aussi à ses origines. Hein. C'est vraiment le maillot le plus simple, l'appareil le plus simple possible. Voilà, exactement. C'est vraiment sur ça que les étudiants se basaient. Et ce qui est intéressant, c'est que ce maillot a perduré dans le temps. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le club essaye vraiment d'entretenir cette tradition en faisant le moins de marketing possible, même si aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. On le verra surtout au plus Pérou, tard. Hein. Oui, bien sûr. mais donc, pour en revenir à cette couleur crème, alors il existe différentes versions, vu que, comme je vous l'ai dit, ça a été créé dans les années 20, donc c'est dur de trouver des traces, donc il faut un peu regrouper toutes les différentes sources. Donc la version la plus populaire, d'ailleurs, c'est une version qu'on retrouve souvent dans les créations de maillots. Pourquoi on a pris telle couleur ou telle couleur? C'est tout simplement parce que le maillot blanc a été lavé sans détacher les cuissons rouges, parce qu'à l'époque c'était un peu confectionné à la main, donc il fallait détacher les cuissons rouges pour pouvoir faire la machine. Sauf qu'une fois, ils l'ont oublié et ça a donné cette fameuse couleur.
Mais en fait, c'est une version qui est très vite contestée parce que, enfin, je sais pas, mais Ouais, ça fait un vous, peu gaffe, quoi. quand vous faites des lessives, vous mélangez du blanc et du rouge, enfin, ça fait quelle couleur chez vous? Ça fait C'est pas crème. pas. Non, voilà, exactement, ça fait pas du Ça Ça fait tout du fait plus rose. rose qu'autre chose. Ça Voilà, fait du rose. exactement. Ça fait Donc en Sport fait, Boys. voilà, à la limite, Sport Boys, on a un connaisseur ici. Mais en fait, c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est la version la plus populaire parce que c'est simple à raconter. Voilà, on a mis les maillots ensemble dans la machine, mais quelqu'un s'est dit, mais attendez, si on fait du blanc et du rouge, ça fait pas du tout crème. Donc c'est quoi l'histoire? Donc voilà, des journalistes ont commencé un petit peu à chercher un peu plus que ça. Et donc il y a une seconde version qui arrive, donc avec un des étudiants de l'université qui s'est proposé pour la confection des maillots, car il avait un cousin propriétaire d'une fabrique de textiles. Mais le problème, c'est qu'il y avait plus de tissu blanc, donc vraiment la veille du premier match ou en tout cas la veille d'un match important, il y avait plus de tissu blanc et donc le tissu qui se rapprochait le plus, c'était ce fameux tissu crème. Euh, donc suite à ça, ils ont quand même gagné pas mal de matchs avec ça et forcément la superstition a fait que ils sont restés avec cette couleur. Donc en fait, en approfondissant un peu plus que ça, il y a des journalistes qui ont trouvé une troisième version donc en fait, ça serait qu'une entreprise qui était chargée de confectionner des maillots, donc ça s'était fait d'un niveau plus professionnel que la seconde version, et en fait, ils se sont tout simplement trompés de couleur. Donc là, il n'y a pas eu de problème qu'il n'y avait pas de blanc, ils se sont trompés de couleur, ils ont carrément donné une couleur, voilà, une espèce de teinture crème, de manière totalement, vraiment non voulue. Une erreur bête, mais du coup le club est resté là-dessus tout simplement parce que c'était original et puis ils ont quand même ils ont gagné des matchs suite à ça. Ils ont été vite champions en plus à peine ils ont commencé le championnat en 27, ils sont champions en 28. Donc bon, ils sont restés sur cette couleur et ce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un maillot qui est resté, qui est quasiment inchangé. Donc après, on aime ou on n'aime pas forcément, mais je trouve que cette sobriété, elle apporte quelque chose qu'on voit rarement en plus de nos jours avec des équipes, des clubs qui essayent toujours de faire des maillots les plus originaux les uns que les autres ou essayer forcément pour essayer de vendre. Donc c'est une sobriété, en tout cas que moi j'apprécie, même si de la couleur j'ai un peu de mal quand même. Mais bon après chacun ses goûts. Ouais. Non, mais j'ai un autre exemple d'équipe qui joue en maillot crème, hein, c'est l'América. Ah, ah oui, exact, l'américain. Alors Voilà. l'explication pour l'América qui joue en crème, tu vois, c'est à force de le laver. À l'origine, il joue Ah, en tu vois, jaune ouais, on et à revient. force de le laver, le jaune a un peu perdu de sa couleur et pour donner une teinte un peu crème. C'est une des explications sur les couleurs Mais c'est crème vrai, de l'América. c'est une explication qu'on retrouve souvent dans les couleurs des maillots, je Le trouve. lavage, ouais. Le lavage, ouais, 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 ouais. c'est assez marrant. Ouais, exactement. Mais tu le disais, il y a une tradition sur ce maillot. Voilà, tu l'as dit, on n'y touche pas. Bon, c'est foutu. En fait, ce qui est terrible, c'est que à chaque fois, on nous présente. Là, vous avez un exemple d'image de ce maillot. J'ai montré une autre image où il y avait eu l'hommage justement aux origines avec ce maillot blanc. On a toujours des maillots immaculés qui nous ont présentés. Malheureusement, il y a 75 millions de sponsors une fois que les mecs rentrent sur le terrain. Faut le dire, Ouais, hein, on n'a jamais ces maillots-là hein, en match, on les a jamais. ouais. Il y a Ouais, des sponsors partout, même sur le short, hein, partout. c'est vrai, c'est comme ça qu'ils se gagnent de l'argent. En Évidemment. Amérique du Sud, ils sont obligés vraiment de vendre n'importe quelle surface, n'importe centimètre carré du maillot, c'est vendu à une marque. Ouais. Exactement. Ça ferait plaisir au FC Chambly, hein, qui se fait souvent vanner en France avec ses sponsors à outrance sur ses maillots. Bref, il y a ce côté, voilà, le maillot crème très identifié à la houe, on n'y touche pas. En fait, si, on y touche. On peut avoir d'autres couleurs, mais toujours pour des raisons très spéciales. Oui, en fait, alors il y a toujours chaque année, traditionnellement, il y a le nouveau modèle qui est sorti avec bon toujours, on touche pas trop, mais il y a toujours cette petite teinte de rouge sur les manches ou sur le col, etc. Et ensuite, on peut, ce qu'ils font pour, du coup, pour quand même vendre plus de maillots, ils créent des maillots, enfin spéciaux qui vont porter pour une journée ou pour un mois
selon ce qu'ils veulent représenter. Par exemple, en 2018, le club avait participé à la Journée mondiale pour la prévention du cancer du sein, donc qui a lieu tous les 19 octobre. Et ils avaient sorti du coup un maillot en hommage, j'ai envie de dire, pas en hommage, mais plutôt pour sensibiliser en fait les gens, enfin surtout les femmes, à aller se faire dépister pour le cancer du sein. Et en fait, ce qui était bien, c'est que pour chaque maillot vendu, en fait, je crois que c'était le ministère, ils avaient une association avec je sais plus si c'était vraiment le ministère de Santé ou une clinique privée. Mais en tout cas, pour chaque maillot vendu, il y avait un service gratuit dans les zones vulnérables du Pérou pour un dépistage du cancer du sein. Donc ça, c'était une belle intervention du club qui est pas seulement bon, il y a quand même le côté marketing, hein, on va pas se cacher, mais il y avait quand même une grosse partie des fonds qui allaient pour la recherche mais sur le cancer du sein. Tu dis marketing, on parle quand même d'un maillot rose et blanc. Voilà, faut être solide. Hein. Il y a Nico avec moi. Quand Vélez a sorti son maillot rose pour des raisons marketing, ils l'ont senti passer. Hein. Ils l'ont rangé. Voilà, ils l'ont rangé parce qu'il y a quelques boutiques qui ont pris cher. Hein. Donc, donc voilà. Mais là, c'est des maillots qui sont pour des causes très particulières. Donc, c'est ça, là, ils l'ont porté juste le mois c'était le mois d'octobre, vu que c'était le 19 octobre. Ils l'ont porté un mois, donc ça doit faire 3-4 matchs, quoi. Ouais. Et donc voilà, il y a ce maillot-là, et puis il y en a eu un autre. Par exemple. Il y a eu, donc en 2020, ils ont refait la même opération, mais cette fois-ci sur la maladie d'Alzheimer. Donc, une fois de plus, Universitario a présenté, là, il y avait un jeu de 2 maillots, avec, donc, pour sensibiliser à la maladie d'Alzheimer. Donc, ce maillot est sorti le 21 septembre, en fait, qui est le jour mondial de Alzheimer. Donc, là, après, j'ai pas trouvé les chiffres exacts de combien ils ont pu récolter pour donner à des associations, mais je sais pas s'il a si bien marché parce que j'ai pas vu après énormément de communication dessus. C'est dommage. Ils ont peut-être oublié de le faire. Ça serait un peu. Ou alors il a pas bien marché. ironique. Généralement, quand tu donnes pas les chiffres, c'est que ça marche pas bien. Oui, voilà, je mise dessus. En tout cas, aussi. tu vois, par exemple, à la télé, si tu donnes pas les audiences, c'est que c'est pas bon. C'est ça. Donc pour les maillots, ça doit être pareil. Donc voilà quoi. Donc on verra après dans les années à venir. Je pense que c'est quelque chose qui va se répéter et c'est plutôt pour des bonnes causes. Ouais, effectivement. Et on en revient un petit peu sur ce rôle social que les clubs aiment à jouer, enfin jouent surtout. C'est pas ils aiment à les jouer, ils les jouent véritablement. Ces rôles de sensibilisation. On n'a pas peur d'aller toucher le maillot. Et pas forcément que pour des raisons marketing, tu viens de le dire, mais aussi pour des raisons, des vraies raisons, d'engagement pour des causes. Il y a Spinoza qui te chauffe très fort dans le chat. Hein, tout à l'heure, il nous a passé un message sur le Pérou. C'est un département de l'Équateur. Ah oui, d'accord. Le pauvre Romain est pris entre un Équatorien et et moi qui suis étiqueté un petit peu Chili dans cette team par moment. Voilà. Oh merde, je savais pas. Je coupe. Ça va, il y a l'Argentin aussi. Il y a l'Argentin pour compenser derrière. Par rapport à la situation économique du club, je sais pas, peut-être 2 mots rapidement pour répondre à la question. Ils en sont où dans leur... Ça se passe comment? Non, c'est toujours pareil, quoi. Ça a pas bien évolué. Après, il y a une espèce d'association, j'ai envie de dire, qui essaye d'éponger la dette en fait entre des anciens joueurs, des supporters qui essayent de se cotiser en quelque sorte. Mais en fait, surtout, ils font des actions. Ils font pas mal d'actions dans des quartiers, etc. Ils essaient de récolter des fonds en fait. Ouais. Donc, mais c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Et là aussi, peut-être qu'on parlera un de ces quatre de la situation économique dans différents pays. Je pense qu'on pourrait faire une émission par crise économique, par pays, par situation économique, pardon, dans chaque pays, parce que voilà, chacun a vraiment ses spécificités et c'est pas forcément, on lutte pas forcément de la même manière pour tout le monde. Voilà pour ce maillot d'Universitario, ce maillot crème. Si rare en âme sud, on le disait, hein, il n'y a pas beaucoup d'exemples, mais voilà, c'est un maillot très identifié, en tout cas, on voit tout de suite à qui on a affaire, hein, quand ils arrivent, ils n'ont pas besoin de, de se présenter.
Ouais. C'est ça, oui. C'est un maillot qui est assez simple, comme je dis, qui est très sobre et très identifiable. Et c'est quand on arrive au Pérou, c'est vraiment des maillots, en plus, un des plus populaires, hein, avec Alianza et Cristal. Donc on peut pas le rater. Et puis voilà, quoi, c'est quelque chose. Donc, si vous allez au pays, n'hésitez pas à ramener un original. Et puis je pense qu'ils vont être inspirés par leur dernière recrue pour faire un maillot droit des femmes, un truc comme ça. Oui, ouais, justement, en Voilà. plus, juste en préparant ce dossier, je cherchais s'ils n'avaient pas justement fait une Ouais, version ça va venir. pour le 8 mars, les journées de la femme. Ouais. Présenté Ouais, par Andy Polo. Exactement. ouais, ça va venir, ça va venir. Et Nico, on va commencer avec toi. Tu parlais de Chiquitapia. Il va pas forcément être question de lui là. Mais, mais bon, ce week-end, s'il y a un pays où il va bien falloir prendre le temps de s'asseoir pour regarder ce qui va se passer, c'est bien l'Argentine. Ouais, alors je vous dis tout de suite, commencez à préparer le maté parce que le week-end va être chargé. Euh, donc ouais, ça va être bien chaud en Argentine. Donc la 7e journée de Copa de la Liga. Donc c'est une journée spéciale Clásicos Internacionales. Donc les deux rivaux de chaque groupe s'affrontent dans un Classico. Donc une journée un peu bonus qui va mettre un peu le pays dans tous ses états, mais pour notre plus grand plaisir. Donc le programme chargé, donc ça commencera samedi à 18h avec le Classico del Sur entre Lanús et Banfield. Donc c'est un bon Classico des barrios où on n'en parle pas des masses, mais finalement c'est quand même très sympa, je trouve. Toujours samedi, on passera ensuite à San Lorenzo contre Huracan à 20h. Bon, si vous avez un match à faire sauter, ça sera peut-être celui-là. Ça devrait pas être le plus fou niveau footballistique. Ouais. Ensuite, direction Santa Fe à 22h30 samedi soir pour un vraiment très sympa Colón Unión. C'est vraiment deux belles équipes et une ambiance qui est clairement sous-cotée, un classico qui est pas très médiatisé et un hors du pays en tout cas. Et je pense que c'est vraiment vraiment très très sympa à suivre. Et qui est parfois, il faut le dire aussi, hein, tu parles sous-côté, Ouais. la rivalité est brutale. Hein. Ah ouais, ouais, clairement. Non, mais c'est aussi dans ce sens-là que je parle de ce classico, c'est qu'il y a une vraie adversité, il y a un vrai combat et une ambiance très chaude. Hein. L'an dernier encore, il y a eu des incidents avec des supporters d'Union qui avaient tiré. Bon, bref, en dehors de l'enceinte. Donc oui, mais là où c'est intéressant cette année, c'est que Sur le et terrain. Cologne et Union, sportivement, ils produisent quand même des choses très intéressantes. Et rien que pour voir notre petite Pulga Rodriguez, Ah, on t'entend moins bien, t'as un truc à bouger sur ton micro. j'ai rien qu'à bouger. Vas-y, c'est bon. Je suis censuré. Je parlais de Pulga Rodriguez dans un classico. Rien que pour ça, ça doit être regardé. Et enfin, pour terminer ce samedi soir, on a à minuit 45 le Classico de Avellaneda, donc Independiente Racing, qui, bon, forcément, hein, ça annonce toujours de grandes choses. On se souvient du Classico, du dernier Classico. Je pense qu'un Chilien du Racing s'en souvient encore. Et comme si ça ne suffisait pas, dimanche, on continue, on remet ça. Donc on commence avec un bouillant Central Newell's au Gigante de Arroyito à 18h. Voilà, hein, si vous ne connaissez pas le stade, Ouais. si vous êtes plus lèpre, je vous conseille quand même de regarder des images d'un classico dans ce stade. Probablement le classico le plus fou d'Argentine. Hein. Ouais, le plus démentiel. Alors, ça ne devrait pas être le plus beau sportivement, Pareil, mais en tout cas, la rivalité, elle est juste dingue. Et dans la ville, à Rosario, c'est quand même quelque chose. Ouais. Derrière, on enchaînera à 20h15 avec le Classico Platense au Bosque entre Gimnasia. Donc, c'est le plus grand club d'Amérique, hein, le plus ancien de tout le continent, bien sûr, face au Estudiantes United. Voilà. Argentine-Angleterre, hein, dimanche soir, 20h15. Continent américain contre Angleterre. Et pour finir en beauté, donc évidemment, on pouvait forcément que finir avec un River Boca, donc le super classico. Et ça sera dimanche à minuit au Monumental cette année. Ouais, exactement. Et surveillez nos réseaux sociaux. On va voir, on est en train de voir si on va pas peut-être
peut-être pas vous en liver un ou deux. Un ou deux, c'est-à-dire, pour le dire les choses, le Colón Unión et le River Boca. Donc, on va voir comment on va s'organiser si on y arrive. Mais surveillez donc nos réseaux sociaux et vous serez informés là-dessus. Mais vous avez de quoi vous faire un bon week-end argentin quand même. Préparez le maté. Et pour le coup, ça sera pas que pour garder l'éternelle jeunesse. Maté et Fernet. Ouais. Ouais, mais alors faut faire attention à quel moment tu démarres le Fernet, parce que. Au début, et après, on entretient avec le maté pour te dire pourquoi sombrer. Et ouais, mais il y a moyen que tu vois pas le Super Classico. Je dis ça, mais voilà. Donc vous avez des classicos, si vous en avez pas assez avec les Argentins. On a quand même du derby un petit peu partout. Plus calme, plus calme parce que c'est pas la tradition de la maison. Mais vous avez un derby, le derby de Melbourne samedi matin à 9h45. Donc vous pouvez démarrer votre week-end direct avec du classico, du derby, machin, dès 9h45. Melbourne City contre Melbourne Victory. Toujours des matchs assez intéressants, surtout que cette année, les deux équipes peuvent lutter pour les premières places. Bon, il y a 11 points d'écart entre les deux pour l'instant, mais il y a 4 matchs de plus pour City. Donc le classement australien, on va pas trop regarder. C'est pas voilà. Et puis voilà, si vous avez de l'Argentine, vous avez de l'Australie, si vous voulez encore des chocs bien brutaux, le Grenal samedi soir 20h30. Voilà, Grêmio International, on va enfin en jouer un parce que on va voir si ça se joue, on verra s'ils arrêtent de caillasser les bus, ça pourrait être pas mal. Et puis il y a encore du derby, du classico, dimanche, 2h du matin, donc dans la nuit de samedi à dimanche, concrètement, le classico Regio au Mexique, entre Tigres et les Rayados, et des Tigres dans lesquels, au Volcan, donc au niveau de l'ambiance, ça sera quand même mieux que le Géant d'Acier. Voilà, j'ai pas donné de mes préférences, de toute façon, c'est pas ni l'un ni l'autre sont mes préférences, mais vous pourrez aussi voir le duo Gignac-Thauvin qui commence à bien carburer. La nuit suivante, vous aurez un autre classico entre l'Atlas et les Chivas au Mexique, même heure, 2h du matin, ça sera donc dans la nuit de dimanche à lundi. Et entre-temps, autre classico brésilien cette fois-ci, Flamengo Vasco, en demi-finale du championnat Carioca. C'est pas mal aussi, 20h dimanche. Si vous n'avez pas envie de vous faire l'Argentine-Angleterre, vous pouvez vous faire Flamengo Vasco. Vous pouvez aussi vous faire du double écran, c'est pas mal aussi. Et puis, on va quand même rappeler que dans la semaine, il y a les quarts de finale retour de la Conca Champions. Il en a été question au tout début dans le chat. Je les ai vus, les débats sur cette Conca Champions, qui pourrait voir la chute des Mexicains. Parce qu'il y en a qui ont pris très très cher au match aller. Les Pumas en 3 buts à remonter face à New England. Pareil pour León face à Seattle. En fait, il n'y a que Cruz Azul qui arrive avec un but d'avance sur Montréal avant d'aller jouer à Montréal. Alors, je ne sais pas quelle est la météo actuellement à Montréal, mais généralement... Grand soleil. Ouais, c'est pas grand soleil en ce moment. Les Pumas ont pris 3-0 sur un terrain enneigé, donc ils ont adoré. Ça, c'est pour la Conca Champions. Vous avez les barrages retour de la Libertadores à partir de mercredi. Barcelona, América Mineiro, Estudiantes Everton, Fluminense Olympia. C'est Olympia Fluminense d'ailleurs. Et The Strongest qui joue l'Universidad Católica équatorienne qui doit être si chère à Spinoza. Et enfin, comme on est dans les C1, dans les grandes compétitions continentales, barrage aussi, c'est dès ce mardi matin, en Asie, la FC Champions League. Ça démarre à 11h, grosse affiche, Vissel Kobe contre Melbourne Victory. Et puis on a un double Corée du Sud-Thaïlande, un double choc Corée du Sud-Thaïlande qui devrait mettre un tout petit peu de piment à la Reda Kazi de Lucarne opposée. Voilà, je pense que là, vous êtes bien servi en matière de foot sur la semaine. Il y a moyen de se régaler quand même. Ouais, là, il y a de quoi faire, il y a de belles affiches. Et je ne sais pas s'il n'y a pas le tirage de la Libertadores qui suit vendredi ou le vendredi d'après. J'ai pas regardé la date, faudra surveiller. On verra. Pareil, on verra si on fait quelque chose à ce moment-là. Ouais. Suivez-nous sur les réseaux et vous en serez informés. Bah voilà, on arrive au bout, 1h50, on a battu notre record, magnifique. On est de plus en plus fort. Voilà, désolé. Mais c'est ça, faut pas nous lâcher avec un micro, c'est horrible. Mais enfin voilà, écoutez, on va vous remercier. Je vais vous remercier les gars. Merci Romain d'avoir été avec nous aujourd'hui. Non, je t'en prie, c'était toujours un plaisir de participer à l'émission. Et puis merci Nico de m'avoir accompagné pendant cette heure. Ouais, un plaisir, merci à toi Nico, merci Romain, merci à tous ceux qui étaient dans le chat et qui viendront checker ça un peu plus tard au replay pour certains en podcast. Ouais, exactement. On va vous remercier d'avoir été dans le chat. On va vous remercier si vous nous écoutez là sur les différentes plateformes.
que ça soit sur le replay de Twitch, mais il faut faire vite parce que les vidéos sautent très très vite quand on n'est pas partenaire. Enfin bon, je rentre pas dans les détails. Ceux qui nous écoutent sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast, ça va arriver très très vite dans la soirée. D'ici demain, vous les aurez. Donc merci à vous de nous écouter. On a les chiffres, ils sont plutôt bons, donc c'est plutôt cool. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait bien plaisir. N'hésitez pas, je le disais, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous les avez vus au-dessus de ma tête toute la soirée. Twitter, Facebook, venez sur notre Discord. Et je vous le dis, venez, vous serez informés si jamais on organise des lives ce week-end. On va voir comment on peut s'organiser. Puis vous pourrez aussi voter pour le Golasso LO. On va vous laisser ici et on va vous donner rendez-vous même jour, même heure pour le 7e épisode. On verra si on fait 1h52 ou plus. Suspense, faudra être là la semaine prochaine pour le savoir. Bonne semaine à tous, notamment sur la planète LO. À bientôt.